vous êtes les bienvenus sur le plateau de Lady Vous Écoute. Aujourd'hui, vendredi, santé des femmes, comme à l'accoutumée. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Faites fonctionner le téléphone arabe. Le praticien, le spécialiste est avec nous. Le guichet est donc ouvert. Nous allons parler aujourd'hui de femmes, bien sûr, et des addictions. Des addictions, il y en a de plusieurs sortes. C'est l'occasion de les découvrir, les redécouvrir, et puis de faire le point sur, au moment où ça commence à devenir grave, où on ne peut plus trop contrôler, parce que, bien évidemment, femmes fortes que nous sommes, nous pensons toujours tout pouvoir contrôler. Pour vous rappeler que dans cette émission, les hommes sont les bienvenus aussi, puisque si vous savez comment fonctionnent ces dames, messieurs, c'est tout bénef pour vous aussi. 01 45 55 76 87, c'est notre numéro de téléphone pour participer à la discussion du jour. Je reçois un invité, un seul, le docteur Yvon Ebalenlo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu de Mayenne. C'est loin? 2 heures et demie de route. Bon, je dois dire que vous êtes arrivé vers les 2h30 du matin à Paris. Merci véritablement d'avoir trouvé le temps de venir jusqu'à nous. Vous êtes psychiatre du centre hospitalier donc, du Nord Mayenne, diplômé de la faculté de médecine de Necker et puis formé à l'université de Paris 5. Exactement. Si j'ai oublié des choses, nous avons 90 minutes pour en parler. Merci d'être présent. Est-ce que déjà l'intitulé de notre discussion aujourd'hui, Femmes et addiction, est révélateur de ce que vous avez peut-être constaté lors de vos consultations? C'est une réalité? En effet, je vous remercie de m'avoir précieusement invité sur ce plateau très bien décoré, que nous apprécions tous. Merci. Et bien évidemment, je dirais d'emblée oui. Nous le ressentons directement dans nos consultations au quotidien, mais enfin, ce n'est pas forcément la réalité dans le social. Ouais. En effet, la femme est tellement concernée qu'au point où je me suis donné le temps de me pencher tout petit peu, en lien avec quelques confrères, et visiblement, ce jour, faire la part de la parole qui pourrait apporter un plus à cette connaissance, à cette approche, donc femme et addiction. Alors, nous allons commencer par le commencement. Les addictions, qu'est-ce que c'est précisément, justement? Alors, il faut bien préciser les choses. Une addiction, c'est quoi? Comme vous l'avez demandé, une addiction, c'est une situation, un moment donné de la vie, où on devient dépendant à quelque chose. Ce quelque chose peut être une substance, un produit, ou à une non-substance. Une séquence de la vie, les jeux, nous en reparlerons, et pas mal d'autres effets par rapport à la boulimie, ou autres situations de vie dont nous pourrons nous en passer, et qui visiblement vont nuire, donc être dommageables à notre santé, voire à notre contexte de vie, biologique, social et environnemental. J'ai juste envie de résumer par cela. Un mari serait une addiction parce que, vous savez, Pas vraiment. Il a les mêmes effets que vous décrivez sur les femmes. Il y a ce qu'on appelle le besoin physiologique, oui. Le besoin inné, le besoin normal, le besoin vital. Et quand ce besoin reste, j'allais dire à la limite, nécessaire, non dommageable pour la vie, on ne peut pas parler d'addiction, encore moins de traumatisme. Alors, plus sérieusement, donc ces addictions, avez-vous le sentiment que les femmes, pour en revenir à elles, ont véritablement conscience de où est-ce que c'est très grave, où est-ce que c'est juste une habitude très ancrée? Est-ce qu'elles font la part des choses, à votre avis? Je dirais probablement oui, mais un peu plus tardivement. Plus tardivement que les hommes ou plus tardivement qu'elles ne devraient le faire? Plus tardivement qu'elles devraient le faire. Oui. L'homme, en général, oui, c'est le premier tout de suite visible parce que ciblé, parce que le social, parce que la famille, parce que le contexte professionnel nous le montre, nous le type. Mais la femme, c'est un côté très masqué, très sournois, très insidieux, que nous, les praticiens de terrain, nous recevons gentiment dans nos cabinets, dans nos consultations, en public comme en privé, qui n'expriment pas forcément les choses de la même façon que l'homme et visiblement nécessite quand même une approche qui est certes adaptée, pratique, et qui, aujourd'hui, nous devons en parler, nécessiterait visiblement qu'elle fasse le premier pas, voire qu'elle anticipe quand elle repère ou que nous repérons, ça et là, des situations à risque. Pensez-vous que les femmes se surestiment, c'est-à-dire que la situation est peut-être grave, elles se disent, bon, et la société d'ailleurs leur envoie ce message-là en disant une femme, une vraie, une femme forte, ne se plaint pas à tout bout de champ, doit pouvoir tout assumer, et au regard de cela, ce délai, quand vous dites quand c'est un tout petit peu trop tard, est dû à cette réaction? On ne va peut-être pas dire les choses de la même façon, mais elle ne se surestime pas dans la mesure où, visiblement, elle n'exprime pas la souffrance, elle n'exprime pas ce dommageable, cette situation difficile de la même façon. Oui. Voilà. Donc, elles se surestiment peut-être pas, mais enfin, elles sont quand même sujettes à cette difficulté et l'expriment différemment. Alors, venons-en donc aux addictions. Nous allons commencer par les plus banales, n'est-ce pas? En effet. Que pouvons-nous noter donc? Nous allons d'emblée mettre en avant
les substances dites d'abord avec substance, donc addiction avec substance, les dépendances avec substance, dites autorisées. Je parle du tabac, je parlerai de l'alcool tout petit peu. Et ensuite, les substances toujours dommageables, mais dites illicites, dangereuses, néfastes. Je veux globaliser tout simplement en disant les drogues. Il y en a plusieurs sortes, il y en a plusieurs types. On donnera quelques détails si nécessaire. Oui. Voilà. Alors, entre le tabac, l'alcool et les drogues, n'y a-t-il pas d'autre chose dont on devrait pouvoir se méfier quand même? Si, mieux encore, autre chose, c'est-à-dire les difficultés que peuvent emmener, du moins à moyen et à long terme, ces substances, quand on reste dans la séquence des addictions avec substances, sont dommageables à court et à long terme. Autre chose, oui, il y a les drogues. Quand dans les drogues, j'ajoute les médicaments aussi. Oui. Parce que quand je veux spécifier le côté apparenté à la femme, je parlerai certes un peu de tabac, un peu plus d'alcool et beaucoup de substances psychoactives. Plus que les drogues comme cannabis, héroïne, cocaïne, amphétamine, LSD, etc. Alors, etc. ces médicaments de façon insidieuse qui ont été prescrits par des médecins et dont la femme, tout au moins au début, elle va pas se diriger vers ces médicaments-là pour ces raisons-là. Même si après elle se rend compte que ça la maintient dans un état, on va dire, en lévitation par rapport aux turpitudes du quotidien. Vous avez bien raison. En général, c'est prescrit par nous déjà dans un premier temps. Enfin, peut-être pas par nous les spécialistes d'emblée, par les médecins généralistes, les médecins référents, qui par la suite, parce que c'était indiqué, parce qu'en effet, elles avaient besoin, et par la suite, c'est utilisé de façon, j'allais dire, automédiquée, et la personne, de façon vicieuse ou insidieuse ou inconsciente, devient dépendant à ce produit. En l'occurrence, une famille spécifique de médicaments que nous appellerons les benzodiazépines. Hein. Et pour le commun des mortels, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Exactement, sur le plan pratique, c'est le Xanax, l'alprazolam, le Valium, le diazépam, le Rivotril, le Temesta, voilà, ça c'est les molécules que nous connaissons. Des sédatifs, des antidépresseurs? Plus des anxiolytiques. Des anxiolytiques. Les antidépresseurs, très peu. Quoi qu'on peut citer certains, mais les nouvelles générations, très peu. Les antidépresseurs, certes. Les hypnotiques, c'est-à-dire des médicaments dont je ne peux plus m'en passer pour dormir. Qui me permettent d'avoir un sommeil régulateur, un sommeil nécessaire selon mon contexte de vie. Je finis par finalement développer une dépendance à ça parce que si je ne prends pas mon médicament, je ne dors pas. Ou alors si je ne prends pas mon médicament, je pense que je ne peux pas dormir. Aussi, et là, ça développera le contexte de dépendance. Alors, nous avons défini ce que c'est que les addictions. Les femmes, on ne va pas définir ce que c'est, n'est-ce pas? Mais connu. Enfin, la psychiatrie, justement, qu'est-ce que c'est précisément et quel est le rôle, l'interaction qu'il y a entre la psychiatrie et le rôle du psychiatre auprès de l'addiction? Alors, le psychiatre que nous sommes, nécessairement, doit à tout moment avoir une approche globale de la personne. Quand je dis global, son contexte de vie, son contexte social, donc familial, social et environnemental. Donc le rôle du psychiatre, dans la mesure du possible, c'est de, dès que possible, en lien ou pas avec le médecin traitant, évaluer, déceler un trouble addictif, une dépendance à une substance ou non, qui pourrait être dommageable, donc nuisible pour le quotidien de la personne. Vous n'êtes pas sans savoir que les patients, les patientes redoutent d'avoir affaire à vous parce que quand on vous voit, on se dit « ça y est, je suis folle ». C'est encore l'image comme ça du profane, c'est encore l'image que l'histoire de la psychiatrie, c'est une espèce de fardeau que nous portons encore. Mais enfin, la psychiatrie de nos jours, certes dite occidentale, parce qu'on donnera quelques petits détails sur le plan de la tradipartition et le regard un peu très ethnique, ethnocentrique, pour ne pas dire ethnopsychiatrique de l'approche culturelle des maladies psychiatriques. Oui, c'est encore une espèce de fardeau que nous portons, comme je disais tantôt, en lien avec notre vécu, notre passé, notre histoire, le tableau asilaire, le tableau du fou qui n'existe plus, hein, pensez bien. C'est une image, une vue de l'esprit. Maintenant, la réalité est telle que qui que ce soit, quel que soit son statut social, quelle que soit sa classe sociale, peut être un jour amené à nous rencontrer, à échanger. Ce n'est pas pour autant qu'elle est malade, ce n'est pas pour autant qu'elle est en souffrance, ce n'est pas pour autant qu'elle est complètement mise hors du circuit social. Mais enfin, c'est global. Dans cet ordre d'idées, cela nous rassure, l'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez participer à cette émission, même si vous n'êtes pas personnellement concerné, c'est-à-dire que vous êtes peut-être le proche parent d'une personne qui est sujette à des addictions. Vous-même, vous ne savez plus comment, vous n'êtes pas suffisamment outillé pour accompagner cette personne. Peut-être que dans ce cas de figure, on a aussi besoin de venir vers le psychiatre. En effet,
Je vous ai dit que c'est une porte pas forcément ouverte, mais c'était une spécialité qui globalise, qui rencontre, qui échange, qui évalue la personne dans son entière partie. C'est-à-dire, on fait la particularité, c'est vrai, avec éliminer tout ce qui peut être physique et se référer sur toute la sphère psychique, psychosomatique et socio-environnementale. Pour en revenir aux femmes, lorsqu'elles se mettent à fumer, à boire, est-ce que c'est pour les mêmes raisons en général que les hommes? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que vous avez pu repérer? Est-ce qu'elles s'installent plus profondément, malheureusement, dans ces addictions-là que les hommes? Si on doit faire un comparatif, en fait, la réelle question est, les femmes et les hommes sont-ils égaux devant les addictions? C'est une approche soutenue par beaucoup de courants de pensée, qu'à la base, pensez bien, c'est un terme un peu démesuré à ce jour dépassé, qu'on parlait du sexe fort, du sexe faible. Surtout sur ce plateau. Bien. En effet, oui, sur certains aspects, la femme est plus vulnérable que l'homme. Ça, c'est sûr. Alors, le simple fait d'avoir, après je prends au cas par cas, plus rapidement, des parents fumeurs, vous avez parlé du tabac, nous prédispose à être fumeurs. Parce qu'on l'a vu? Parce qu'on a vécu ou est-ce dans que ça, parce qu'ils l'ont été, quand bien même on ne l'aurait pas su soi-même? Quand bien on ne l'aurait pas su, quand bien on veut s'identifier à maman ou à papa selon les complexes, selon les syndromes de l'être ou d'Oedipe, quand bien même on veut faire comme ses pères, comme ses proches, comme ses amis, quand bien même on veut appartenir à une certaine société, quand bien même on veut être à jour, j'allais dire, voilà, j'irai en sortie avec des amis le week-end, des copains, ils vont fumer, ils ont tous fumé, bien sûr, on reste le tabac tout simplement. Alors, ne pas fumer, c'est un peu, pas forcément se marginaliser, mais c'est un peu ne pas faire comme les autres. Ce n'est pas appartenir à mon clan, enfin à mon groupe, à mes pères. Donc, par emportement, de circonstances, mis bout à bout, vous finissez par devenir une fumeuse ou un fumeur. Et par la suite... Et pas une fumiste. Heureusement. Alors, pardonnez-moi, je voudrais préciser ma question. Est-ce que, encore une fois, si on a eu des parents qui fumaient, qui prenaient de l'alcool, alors qu'on n'a pas forcément vécu avec eux, qu'on ne les connaît pas, en fait, la question est, est-ce que c'est héréditaire? C'est dans les gènes? La réponse est d'emblée non, madame. De nos jours, on n'a pas pu spécifier le gène qui précise que oui, une fois que vous avez un des deux parents ou les deux parents fumeurs ou alcooliques, vous deviendrez d'emblée non. Ça s'appelle tout simplement des facteurs de prédilection, dont la vulnérabilité. Ça vous prédit qu'il y a de possibilités que vous soyez, voilà, ou pas. Donc, absolument. En général, c'est ça, c'est sur le plan. Mais il est connu, il n'empêche, il est connu des familles dites des familles de fumeurs, voilà, des familles de dépressifs. Enfin, on ne parle pas de dépression. Peut-on échapper justement à ce lourd bagage héréditaire? Si on appartient à une famille où les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles, on lève le coude, est-ce que nécessairement on est prédisposé soi-même à cela en dehors de la construction sociale? C'est là où j'introduirais la notion de Lowenstein qui précise bien que la rencontre entre trois mondes, la personne, le contexte de lieu et la substance. Oui, on peut échapper. Il suffit que, quel que soit le moment donné de la vie, j'ai pu côtoyer des personnes par la suite qui ne fumaient pas, même si mes parents fumaient. Je développe comme ça dans ces sphères où je reprends l'habitude à ne plus fumer. Si je n'ai jamais fumé, je ne fumerai pas. Si j'ai fumé, bon, je commence à me poser des questions ou pas. Si on peut échapper, donc en fonction du contexte de vie, en fonction du milieu social, en fonction de l'environnement. Ça, c'est un troisième paramètre qui est déterminant pour la suite. Nous allons prendre notre première téléspectatrice au téléphone. Madame, bonjour, vous êtes à Créteil? Oui. Nous vous écoutons. C'est-à-dire, quand j'étais en Afrique, je prenais pas de somnifères pour dormir. Oui. Mais depuis que je suis là, je me sens pas bien, je me sens bizarre, quoi. Donc, je suis obligée de faire appel à ces médicaments-là pour dormir. Donc, dès que je prends pas, pendant 2 jours, je me sens nervée, je suis pas bien. Donc, je suis dépendante. Avez-vous consulté le médecin par rapport à cette dépendance, madame? Oui, j'ai consulté un médecin. Au début, il m'a dit de prendre la moitié du comprimé. Après, j'ai vu qu'avec la moitié du comprimé, j'arrivais plus à dormir. Donc, après, j'ai pris un comprimé. Après, un comprimé et demi. Donc, j'ai l'impression que c'est au fait un sec infernal, au fait. Quelle question voulez-vous adresser au médecin présent sur ce plateau? Ce que je vais adresser, j'aimerais savoir comment on fait pour me sortir de ce sec infernal. Merci, madame, pour votre question. Alors, docteur? En effet, oui, la dame nous précise très bien qu'elle est dépendante à un médicament. En l'occurrence, elle ne nous a pas donné le nom. J'imagine que c'est soit un hypnotique, soit un benzodiazépine, soit quelque chose pour dormir, soit quelque chose pour les angoisses ou pour les crises, l'énervement, auquel elle ne peut plus s'en détacher. Oui. Alors, la réponse est très claire. On va quand même introduire
avant de spécifier la réponse, deux notions, la dépendance et la tolérance. Elle a parlé d'augmenter les doses, même si son médecin lui a demandé de prendre la moitié. La moitié, ça ne suffisait plus, il fallait un entier. Même un entier ne suffisait plus, il fallait un et demi. Voilà, donc la tolérance augmentait, c'est-à-dire il faut que la quantité augmente pour satisfaire le besoin. Attention, l'idée, c'est se sevrer progressivement. Le sevrage, c'est quoi? C'est une notion selon laquelle nous, les soignants, nous, les hommes de terrain, nous, les praticiens, nous permettons aux personnes que nous accompagnons de se désolidariser progressivement de la molécule sur le temps, sur une durée précise. Donc, ce qui serait préférable de faire, c'est de revoir son médecin, voir un addictologue ou un psychiatre pour travailler le sevrage progressif sur le temps de madame qui visiblement a besoin de cette molécule pour dormir. Il ne faut pas la lever brutalement ou stopper sans lendemain. Il faut programmer selon les quantités, selon la durée et selon le ressenti de madame sur le temps, le sevrage progressif. La question que l'on pourrait se poser, non pas que je veuille faire offense à votre profession et vider votre cabinet médical, pourquoi les médecins n'ont-ils pas cette approche, on va dire, psychiatrique aussi, en l'endroit des malades, qui ferait que le patient doit voir le médecin, puis le psychiatre, et bientôt le marabout et le guérisseur, on n'en sort plus, c'est véritablement un cercle infernal tel qu'elle le décrit. Oui, vu de cet angle, on peut le dire, mais enfin, les choses sont très bien organisées. Le médecin référent, du moins, de la personne, du patient, c'est son médecin généraliste, qui, lui, au vu des éléments qu'il a, peut référer à tel ou tel spécialiste. Mais enfin, il y a quand même certains spécialistes que les personnes peuvent d'emblée venir voir. Alors, oui, le cercle infernal, peut-être pas, dans la mesure où la personne ayant vu le médecin, son médecin traitant, il est informé. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'ils sont bien à jour par rapport à cette procédure, cette approche thérapeutique, cette approche de sevrage. Si ça montre des limites, parce qu'il y a plusieurs protocoles, il réfère au spécialiste, soit l'addictologue directement, soit le psychiatre avec des capacités d'addictologie et autres. Donc les choses sont très claires par rapport à ça. Prenons donc une autre addiction, c'est le tabac. Le tabac, oui. Comment est-ce que les choses se mettent en place, bien sûr, à l'insu de la personne qui se met à fumer ou qui n'arrive pas d'arrêter de fumer? Quel lien y a-t-il entre le quotidien des bonnes femmes et les pseudo-solutions que peuvent présenter le tabac? Précisons aussi d'abord, oui. C'est très important, est-ce que la personne est décidée d'arrêter ou qu'elle arrête parce qu'on lui a demandé d'arrêter ou qu'elle arrête parce qu'elle a une souffrance dommageable vis-à-vis de cette addiction? Elle arrête parce que c'est marqué sur la boîte « fumer tue » et ça fait froid dans le dos. Si c'était que ça, pensez bien, c'était tout le monde. Ça serait déjà une solution. Merci. Donc, bon, alors pourquoi personne n'apporte ce qui est écrit? Parce qu'il y a aussi quelque part derrière ce qu'on appelle la consommation. Nous sommes une société de consommation, oui. On n'empêche, avec pas mal de lobbies. Ceci, ce n'est pas le cas. Mais le choix de la personne, et là j'insisterai dessus, tout dépend du choix de la personne. Je décide d'arrêter de fumer. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'adresser à qui? C'est ça l'idée. Tant que la motivation ne vient pas de vous, dont ne viendra pas d'elle-même la personne, on pourra mettre en place, quels que soient les GCL, quelles que soient les statistiques, quels que soient les protocoles, nous aurons toujours ce tableau récurrent de faux pas, voire de rechute par rapport à cette addiction. Donc c'est un choix personnel, c'est une démarche motivationnelle, en lien ou pas avec des séquences de vie, en général dommageables, ou des choix, c'est rare, mais enfin ça existe, 1 à 5% des personnes qui décident du jour au lendemain, bon, je décide d'arrêter, ben voilà. Que pensez-vous que l'on trouve dans le tabac qui donne l'illusion que ce qui va très mal va moins mal? Par exemple, quand on a un mari qui nous fait une tête comme ça, des enfants qui nous font une tête comme ça, une belle famille qui nous fait une tête comme ça, et qu'on tire sur la cigarette, c'est quoi en fait le mécanisme qui laisserait penser qu'il y a un mieux-être? Pourquoi ne pas aller faire une promenade à l'extérieur par exemple? Comment les choses s'articulent-elles pour une meilleure compréhension justement de ce piège qui entrave celle des personnes qui fument? Alors, je ne vous ferai pas le procès à ces sociétés qui dentent les substances incluses dans nos cigarettes. Il y a quand même cette... après, on va entrer quelques notions techniques. Oui. Il y a quand même la nicotine, par exemple. Tous ces produits colorés que nous mettons à l'intérieur qui ont, elles, une action sur nos neuromédiateurs. Alors, c'est quoi neuromédiateur? C'est cette partie du cerveau, parce qu'en fait, tout se joue dans le cerveau, cette partie du cerveau qui est en lien avec une certaine quantité d'hormones qu'on décharge et qui nous rend dépendants, la dopamine, par exemple, et autres qui sont sécrétés par ce moment-là et vous mettent dans un état où vous dites, bon, voilà. Donc, le fait de Justement, fumer, parlons de cet état. Dans un état qui nous dit quoi? Parce que si on le comprend, peut-être on peut le contourner. c'est vicieux. Oui. C'est vicieux parce que ça donne l'impression d'être apaisé, l'impression de vous sentir mieux, de vous sentir bien, d'être un peu évasif ou d'échapper à quelque chose. Mais en fait, ça vous rend progressivement dépendant, ça vous fait entrer dans ce cercle vicieux progressif. Donc, c'est l'idée de continuer à prendre pour ne pas échapper à une situation parce que je veux me sentir bien ou que je veux
comme on dit en général, les soucis ne nagent pas dans l'alcool parce que vous buvez le temps de fois possible, ça reviendra. Donc, venons sur la nicotine. Ils nagent très bien, ils ne se noient pas, surtout les soucis. Voilà, ils sont là. Ce n'est pas la solution dans la mesure, c'est récurrent, ça reviendra. Donc cette dépense, du moins ce fonctionnement du cerveau dans lequel vous sécrétez cette hormone, enfin cette substance qui permanemment vous génère une espèce de sensation, de ressenti, d'apaisement, de pseudo-apaisement, de faux bien, enfin de pseudo... Et puis visiblement qui demande à te voir 2 fois plus sécréter tous les jours. Et ça vous met donc dans ce cercle vicieux dont je disais tantôt, qui en effet... on s'en sort difficilement, du moins sur le temps, avec des protocoles, avec des choix, avec des démarches motivationnelles et des cures ou pas. Enfin bon, nous en parlerons si possible par la suite. L'aspect culturel, j'aimerais bien que nous puissions le prendre en compte avec une première question sur ce point-là. Quand nos grands-mères fumaient toute la pipe, c'était donc du tabac, y avait-il ce même phénomène de dépendance ou est-ce qu'à l'intérieur de la pipe, il n'y avait que la feuille de tabac et peut-être pas tous les petits gris-gris du commerce du tabac ? Oui. La nicotine, par exemple, ou est-ce qu'elle est inclue dans le tabac de fait? Vous allez bien remarquer que quand c'est fait par les grandes industries, les produits, il y a quand même, enfin ça c'est une étude américaine qui l'a montré, il y a même des grands procès qui ont été faits, hein, oui. Que visiblement, en plus de la nicotine et d'autres substances, hein, qu'ils introduisent quand même pour petit à petit rendre les personnes addictées. Qui finalement, cette substance, pas la société, mais la substance dans laquelle, se trouvant dans la cigarette, rendent l'addiction. Mais les tabacs qui étaient faits à la main dans nos villages, par la grand-mère qui fume, qui prend, bon, voilà. Est-ce que c'était pour son plaisir tout simplement? Est-ce qu'elle était addictée au point où il ne fallait plus s'en passer? Ou c'était parce qu'elle avait aussi vu ça de ses parents, etc. De côté un peu très ritualisé, un peu très culturel. Voilà. Je pense que l'approche ne doit pas être la même. Il y a une approche vraiment très culturelle qui est... Je fais comme ma mère, comme la grand-mère, comme les ancêtres faisaient, parce que je réponds à un certain besoin, ou que je fais parce que j'en ai besoin dans la mesure où je ne peux plus m'en passer. Est-ce que à l'intérieur de ce tabac, de la feuille de tabac, il n'y a pas les mêmes composants? Mais y a-t-il possibilité d'addiction quand même? Oui, il y a quand même possibilité d'addiction, parce que finalement, ça finit par toujours agir sur ce centre neurologique, hippocampe, etc., qui va produire cette substance, la dopamine en l'occurrence, et autres, pour vous rendre dépendant, ça va toujours redemander. Oui, la finalité est la même. La finalité est la même, c'est sûr. Alors, quand on sait le regard que portent les sociétés, toutes sociétés confondues, sur les femmes, en comparaison de celui qui est porté sur les hommes, c'est peut-être encore plus compliqué et plus tordu, je vais le dire comme cela, pour les femmes que de devoir décrocher de ces addictions-là, parce qu'il y a déjà ce que l'on ressent soi-même, bon, on se regarde dans le miroir, on se dit, c'est pas tout à fait ce que je devrais faire, mais il y a la société qui envoie ce message presque subliminal en disant, oula, une femme qui boit, oula, une femme qui fume, et alors que, en revanche, les hommes... Un homme, un vrai, c'est celui qui a quasiment un cigare au bec. Ça, c'est le regard sociétal, c'est vrai. Mais précisons quand même, par une petite classification basique, on va trouver les mots les plus simples, qu'il y a quand même 3 approches. Ouais. Il y a l'approche selon laquelle, où c'est l'homme, dans les formes alcooliques, dans les formes masculines de l'alcoolisation, le monsieur qui va au bar, qui sort du travail, qui va au tabac, qui boit ouvertement, voilà, ça c'est un peu le côté machiste, le côté masculin, etc. L'addiction finit gentiment par se prononcer selon que ça le rend incapable de sortir ou de ne plus pouvoir vaquer à cette question. Et puis il y a la deuxième forme qu'on appelle la forme alcoolose, qui est la forme féminine, la forme insidieuse, la forme vicieuse masquée. Elle ne va pas au bar tabac comme ça, s'alcooliser. Elle reste chez elle, elle finit les petits fonds de bouteille en cachette, généralement c'est en cachette, ou quand les étrangers sont là, on fait bonne facette, bonne mine, etc. Je reste vraiment très imagé. Hein. Et que quand tout le monde est parti, loin de mon époux ou de mon compagnon, très loin des enfants, je m'alcoolise, je m'apaise, je me rendors, et visiblement, voilà. Et puis à la dernière forme, enfin, qu'on dit la dipsomanie, la forme vraiment, j'allais dire à la limite, c'est vraiment manie, comme tu as dit, je prends du temps, 1 mois, 2, 3, voire 6 mois sans boire, et puis soudain, je m'enivre à ne plus en m'arrêter. Ça, c'est des formes pas très fréquentes, mais enfin qui existent. Dans la forme féminine, je reviens dessus, qui est dans une forme insidieuse, vicieuse, se finit par se tramer comme ça, on décumule des bouteilles par-ci, une bouteille par-là, on vide les fonds, on fait les courses, on garde, voilà, qui n'est pas visible. Mais nous, sur le terrain, comme je l'ai dit tantôt, nous le percevons bien parce qu'on arrive souvent à des phases. Il faut aussi bien imaginer qu'en général, on met des mots derrière. Hein, ça pèse mes angoisses, ça chasse ma nervosité, j'ai du mal à gérer mon couple, j'ai du mal au travail, j'ai du mal... Mais je ne me confie pas tout de suite à mon époux, j'en parle pas, bon, s'ils sont encore mineurs, encore moins les enfants, la famille, les proches, non. Et finalement, je ne peux plus m'en passer. Et tous les soirs, je m'endors, à la place de mon comprimé autre chose ou de rien, c'est mon verre d'alcool, c'est mon verre de whisky, en général, c'est des alcools fortes. Ouais, donc c'est la forme féminine, c'est la forme vicieuse, c'est la forme dite alcoolose qu'il faut vraiment
dès que possible, qu'on tire la sonnette d'alarme, parce que l'entourage s'en rend compte gentiment, le compagnon, l'époux, le mari, les enfants, mais sans rien dire d'emblée, parce que voilà, il y a encore cette pudeur, il y a encore cette représentation de la société. Mais de nos jours, je peux vous assurer que c'est d'emblée parler, c'est positionner, et puis nous ne cessons de mettre en place ce qu'on appelle des campagnes de sensibilisation pour évoquer ce contexte du vécu, où la femme ne va pas forcément venir la première, parce que, hélas, qu'est-ce qui se passe? On les rencontre, en général, ces femmes viennent nous voir, pas en phase de complications non plus, mais en phase où on est complètement bien addicté, vraiment à la phase exprimée, à la phase d'état. Alors, les hommes et les femmes boivent-ils pour les mêmes raisons? Non. C'est un peu trop rapide ma réponse, c'est vrai, c'est toujours discutable en effet, pensez bien, mais non, on n'a pas forcément les mêmes raisons. Certes, je vous ai dit, l'approche masculine, c'est une approche très, voilà, c'est direct, c'est je bois, il y a certaines professions, je ne vais pas faire l'affront au bâtiment, je ne vais pas faire l'affront aux hôteliers-restauration, encore moins, voilà. Nous connaissons des professions comme ça qui sont une espèce de prédisposition, une espèce de risque, parce qu'après la pause de midi, on va tous au tabac, café d'à côté, au restaurant, voilà. Il y a des relationnels, les commerciaux, les grands directeurs de société, ils se rencontrent dans des grands séminaires, parce que voilà, ça part petit à petit. La femme, oui, je vous ai dit, quand on n'est pas dans ces professions, pensez bien le bâtiment, plus d'hommes que de femmes, etc., etc. Voilà, une approche un peu plus différente. Est-ce que les hommes et les femmes ont la même réponse, la même présentation devant la maladie? C'est non sur le plan d'approche vraiment frontale, mais c'est oui sur les réponses et sur les dommages par la suite. D'accord. Est-ce que l'homme est plus solide que la femme par rapport à l'alcool? Je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais tout simplement, nous sommes tous humains, nous sommes tous à risque, et que les présentations sont différentes et on l'exprime différemment, nos dommages. Hein. Monsieur, vous êtes à Bruxelles, bonjour. Bonjour madame. Nous vous écoutons. Oui, en fait, je viens de prendre l'émission en cours et je voulais savoir aussi, au niveau des femmes qui prennent des pilules pour la contraception, est-ce que certaines d'entre elles, parfois, elles le prennent automatiquement pour... ça devient un automatisme au quotidien et elles ne s'y arrêtent plus, même si elles auraient voulu bien faire un enfant demain ou après-demain, mais c'est devenu une impasse, quoi. Je ne sais pas comment le médecin peut nous expliquer comment pouvoir couper ce traitement. Merci, monsieur. Je voudrais tenter de résumer votre question. Je crois comprendre que monsieur voudrait savoir s'il y a une addiction par rapport à la contraception orale. Voilà. Donc, en effet, ça n'entre pas dans le spectre, dans le champ des addictions, les pilules, les contraceptions. Pensez bien, monsieur, non, non, non. La contraception, c'est prescrit par un spécialiste, voire un généraliste, peu importe, pour cibler une situation ou un cycle de la vie nécessaire en lien avec une acceptation ou un refus de ceci, ou différer un projet de vie ou pas. Voilà. Dans le contexte de la reproduction. Alors, est-ce que les molécules dites pilules, œstrogéniques, etc., ou progestérone, sont des molécules addictives? C'est non. C'est des médicaments qui forcément n'ont pas le même circuit que les médicaments qui peuvent rendre addictifs. Et qu'en effet, une dame, une jeune femme, plus tard, une femme qui, sous contraception ou contraceptif, prend son traitement dans sa pilule, ne va pas forcément... On ne peut pas parler d'addiction dans ce contexte de ce choix, de cette approche. C'est devenu un réflexe, j'allais dire conditionné, c'est devenu une espèce de sécurité comme ça, parce que je suis une dame, je n'ai pas envie de concevoir maintenant, j'ai mon pilulier, enfin j'ai ma pilule, je le prends. Non, ça n'entre pas dans le champ ou dans le spectre des addictions, les pilules et tous les moyens contraceptifs. À ce jour, du moins, non. C'est juste une femme qui sait ce qu'elle veut, ou plutôt ce qu'elle ne veut pas, monsieur. Vous êtes à Paris, monsieur, nous vous écoutons, bonjour. Oui, bonjour Lydie. Bonjour. Toujours belle. Merci. Ouais, c'est pour demander au docteur, est-ce que, comment dirais-je, une femme qui consomme beaucoup d'alcool, ça peut constituer un problème, comment dirais-je, à la grossesse? Merci pour votre question. Juste, j'allais en venir, vous lisez dans nos pensées, monsieur. L'interaction qu'il y a donc, les conséquences, les dommages collatéraux de ces addictions, les premières que nous avons mentionnées, le tabac et l'alcool, par rapport à la reproduction, la grossesse, la maternité. D'où l'intérêt de la nécessité, je revenais tantôt, j'en parlais, la sensibilisation, parce qu'il y a un risque majeur pour toute dame addictée, pour ne pas dire dépendante des substances, de l'alcool ou du tabac, qui décide de faire des enfants, d'en faire un enfant. Non seulement se met en danger, mais qui plus est met en danger cet enfant qui va naître. Les conséquences à court terme
qu'on ne voit pas d'emblée, c'est les atteintes des vaisseaux, les artères et les veines. Les atteintes commencent par les plus petits vaisseaux, les artérioles et les petites, voilà, les vénules, qui progressivement diminuent le calibre et l'enfant sera très mal irrigué via le placenta et le cordon ombilical. L'enfant n'aura plus le nécessaire vraiment quotidien et pouvoir développer quelques complications par rapport au retard de l'évolution de la grossesse, quelques difficultés de la grossesse. Je fais vraiment très court. Hein. Ouais. C'est vraiment une grosse difficulté. Les risques de traumatisme fœtaux, les risques de grossesse très mal suivie. L'alcool, par exemple, hein, quand on voit le dommage que ça peut commettre déjà sur nos propres organes, imaginez ces organes si sensibles, si fragiles, qui ne sont même pas encore matures, qui sont en phase de fœtopathie, enfin, qui sont en phase fœtale, n'ont même pas encore voilà. C'est dommageable, c'est très contre-indiqué. On fera tout, du moins les gynécologues feront tout, en effet, de d'abord sevrer la dame, voire traiter toutes les conséquences nécessaires et les complications avérées pour décider d'enfanter. Si c'est arrivé qu'elle est décidément addictée, elle développe des complications ou pas, et ce serait une grossesse à risque qu'il faudra suivre avec tout le nécessaire, la batterie, les moyens d'arsenal clinique que nous avons. Donc l'alcool et le tabac contre-indiqués chez les femmes, en général, on déconseille de... Alors, avant que de prendre madame en Allemagne, je voudrais savoir, tant que nous parlons de la santé reproductive, est-ce que si c'est l'homme qui est sous l'emprise d'addictions diverses, les répercussions sont les mêmes pour l'enfant ? En effet, non. Si la maman n'est pas addictée, oui. C'est la mère à 100% quand même qui va nourrir, qui va bien sûr couvrir. Mais la part génétique de... Ce sera juste un antécédent pour la fille ou le garçon qui naîtra. Ouais. Que le père a une addiction ou a une addiction ou a développé des complications. Sans conséquence... Sans conséquence directe. Ça n'est pas juste. C'est toujours de notre faute. Madame en Allemagne... Ça veut aussi dire que c'est la mère qui est vraiment le fruit, qui est vraiment le pilier, qui est vraiment la force, heureusement d'ailleurs, de cette prochaine vie à laquelle elle donnera naissance. Vive la mère alors, puisqu'il en est ainsi. Madame, bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour, j'appelle de l'Allemagne. J'apprécie beaucoup votre émission. J'ai peut-être une réponse à donner à la dame qui a appelé auparavant, qui disait qu'elle était dépendante des comprimés. Moi, je suis passée par un moment où j'avais cette dépendance-là. Bon, j'ai travaillé et puis quand j'ai eu mon bébé, je suis partie en 3 ans de congé de maternité. Pendant ce temps où je suis restée à la maison, j'ai remarqué que j'avais vraiment du mal à dormir. Mais il y a quelque chose qui m'a aidée, j'ai commencé à faire du sport. C'est quelque chose que je ne remarque pas très souvent, surtout chez nous, les femmes africaines. Mais je pense que c'est quelque chose vraiment qui apporte aussi un équilibre. Mon médecin m'a conseillé à commencer à faire du sport. Et quand j'ai commencé à faire du sport, au début, je le faisais 3 fois par semaine parce que je voulais vraiment casser cette dépendance et je m'en suis vraiment sortie. Peut-être une idée qui pourrait aussi l'aider. J'ai aussi une autre question à poser au médecin qui est double abdo en concernant les addictions. Je pense que pour nous, les femmes, et surtout les femmes africaines vivant ici en Europe, c'est pas seulement le tabac et l'alcool, il y a aussi un autre problème auquel nous sommes confrontés, c'est un peu l'alimentation. L'alimentation, on remarque que très souvent, parmi les femmes africaines, nous avons des problèmes d'excès pondéral qui sont liés à l'alimentation. Et aujourd'hui, l'alimentation industrielle a beaucoup, vraiment des produits chimiques. Et j'ai peut-être une impression que ces produits-là apportent aussi une certaine dépendance. Que par exemple, quand on est trop lié à manger que des sucreries, et à un moment, quand on ne le fait pas, on sent vraiment qu'on est sévré et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. C'est ce que j'aimerais un peu demander au médecin. En tant que spécialiste, qu'est-ce qu'il en pense ? Merci, madame. La preuve que les femmes sont des médecins qui se cachent dans leur maison. En Alors, effet, est-ce que je répondrai à 2 niveaux, rapidement. Par rapport au sport, quand tu fais allusion, oui, c'est pas faux. Pensez bien que l'addiction, la nature ayant horreur du vide, hein, madame, l'addiction, c'est vrai, a préoccupé, a pris toute la place quelque part dans une partie du cerveau, dans une partie de notre vie. Sevrer quelqu'un, sevrer une personne, c'est faire partir, c'est se détacher de cette attirance, de cette dépendance. Il faut donc compenser ou pas du tout, mais enfin, il faut parallèlement mettre quelque chose. Le sport, oui, quand ce n'est pas dommageable, quand ce n'est pas contre-indiqué. En effet, quel type de sport? Je suis tout à fait d'accord avec elle. Sachez aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les addictions avec substance, les addictions sans substance. Le sport pourrait le devenir. Voilà. Mais ce n'est pas le cas pour elle, tant mieux, parce que ça a visiblement été bien géré, bien accompagné, donc elle est contente. Alors, par rapport aux substances alimentaires,
Pensez bien, nous sommes dans une société bien réglementée où les choses sont dites. C'est vrai, nous venons, ou nos parents, ou que ce soit, venons d'ailleurs, où nous avions un régime alimentaire différent. Oui, dans ce régime alimentaire, du moins dans ces produits alimentaires, est-ce qu'on a typé, décelé, éliminé ou mis en avant des aliments ou des nutriments spécifiquement dits addictifs? Revenons à la simple définition ou à la simple notion, qu'est-ce qui qualifie d'une substance addiction ou d'un aliment addictif ou pas? Voilà. Après, il y a les prédispositions familiales et puis il y a le choix du lieu de vie avec toutes les contraintes qui vont avec. Le régime alimentaire n'est pas le même en Europe qu'ailleurs, au Sub-Sahara, ou en Afrique de l'Ouest, ou ailleurs. Visiblement, on se contente ou on s'adapte au contexte des aliments que nous trouvons sur place ou que nous pourrons faire venir d'ailleurs. Et puis une prédisposition familiale ou pas à prendre du poids, ça c'est autre chose. Oui, est-ce qu'il y a des produits alimentaires addictifs? Ou plutôt, est-ce qu'à l'intérieur des produits alimentaires, il y a des choses qui se cachent qu'on n'aurait pas soupçonnées? Je laisse ça aux yeux des experts, mais enfin, je ne suis pas spécialiste de la nutrition. Mais au jour d'aujourd'hui, les données actuelles que nous avons, moi en tant que spécialiste de psychiatrie, ça n'a pas été dit, ça n'a pas été prouvé, ça n'a pas été mis comme ça en avant. Et pourtant, on parle bien de drogue douce, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Ces produits, Madame parlait du sucré-sucré. Est-ce que le sucre, parlons-en... Est-ce que c'est une drogue, le sucre? Oui. Est-ce qu'on peut développer une addiction au sucre, au sucré en tout cas? Vous avez à peu près ma réponse, c'est non. Au vu de la définition. Oui. Développer l'addiction au sucre, non. Mais avoir plus tendance ou un penchant ou une attirance vers un type d'aliment, c'est oui, qui n'est pas forcément une addiction. Et qu'est-ce que c'est si ça n'est pas une addiction? Parce que ça a quand même des conséquences... Parce que ça n'entre pas dans les critères, je vous ai dit. D'accord. Mais est-ce que ça ne mérite pas justement que si, oui, cela soit mis à jour, comme on dit en informatique? Oui, parce que quand on voit quand même les dommages, on dit en anglais avoir la dent sucrée, l'attirance qu'il y a pour... Après, on entre dans les dommages métaboliques. Oui. Sur le plan alimentaire, on entre dans les troubles en lien avec le poids, les surcharges pondérales, etc., ou les complications cardio-respiratoires, cardiovasculaires, etc., etc. Là, c'est des dommages qui vont plutôt entrer dans le champ, le spectre d'une autre spécialité, qui n'est pas forcément une addiction typée, définie, classifiée par Goodman. Goodman, bon, ça fait partie des pionniers de la oui, mais ce pionnier-là, aujourd'hui, il ne sait pas comment nous vivons. Nous pourrions lui apprendre que désormais, nous développons des addictions envers certaines choses qui nous compliquent suffisamment la vie avec autant de dommages collatéraux que celles que lui, il l'avait référencées. C'est pour ça qu'on va dire qu'il y a cette classification, il y a ces connaissances, et puis il y a les autres. Oui. En effet, qui peuvent être pas forcément entrant dans le champ ou le spectre des paramètres ou des critères définis ainsi, parce que bien spécifiés, qui peuvent être évoqués selon que le sport, on a dit, quand ce n'est pas des substances, on peut parler de la boulimie, on a parlé de la boulimie. Justement, je voulais vous proposer de rester un tout petit peu dans l'assiette. Donc, oui. Résolument, en dehors de cette attraction pour le salé que vous définissez au regard des critères qu'il y a aujourd'hui comme une non-addiction, ou des comportements équivalents addictifs. Alors, justement, parlons-en, parce que c'est peut-être aussi des laissés pour compte des addictions, parce qu'on considère que ce n'est pas très grave, pas gravissime. Une pomme de terre de trop, ma foi, pensez-vous, c'est bien moins grave qu'un verre de trop. Est-ce que ça va dommager sur le plan biologique, psychologique et social à voir sur le temps? Pensez bien, parce qu'il y a quand même quelques critères à relever pour pouvoir entrer dans un champ précis. Après, on n'est pas forcément dans la précision. Sur le terrain, on doit globalement gérer toutes ces demandes-là. Oui, il y a ce que nous appelons aussi les comportements à équivalent, j'ai failli dire suicidaire, à équivalent addictif. Les habitudes à équivalent addictif. Parler du chocolat, oui, on peut évoquer. On peut pas parler des bonbons, on peut évoquer. On revient dans le sucré, on peut parler du sel. Je ne peux pas manger sans sel. Oui. Bon, le lait, pour certains enfants à un certain âge, ils en ont besoin, qu'ils en prennent, soit maternel, soit synthétique, etc., etc. On ne retombe pas, on ne retrouve pas le spectre addictif parce que visiblement, ça n'entre pas par la suite dans les autres critères qui sont, je vous ai dit, dommageables sur le plan biologique, psychologique et social par rapport aux personnes qui finissent par développer soit la tolérance qui augmente, cette dépendance et ces difficultés. Nous sommes donc en direct, comme vous l'avez vu, la technique est avec nous, 01 45 55 76 87 ou l'adresse internet ladyvousécoute@telesud.com si vous souhaitez adresser un courriel plutôt qu'une question au téléphone à notre spécialiste du jour, lequel, je le rappelle, est psychiatre de formation et de profession, Dr Yvan Ebalelo, qui a fait quand même tout le déplacement depuis Mayenne jusqu'à Paris. Ça n'est pas tous les jours. Profitez-en, le guichet reste ouvert alors que nous
parlons des femmes, bien sûr, et des addictions, ces dépendances qui finissent par pourrir la vie, tout simplement. Nous sommes dans l'assiette, vous nous dites que là, il n'y a pas grand-chose à craindre, résolument. Et pourtant, la boulimie, l'anorexie n'auraient rien à voir avec les addictions. Si, il est développé, il est connu que le côté boulimique en lien avec la... D'ailleurs, je propose que nous revenions d'ailleurs sur ce que c'est et la boulimie et l'anorexie tant que nous y sommes. Voilà, donc l'anorexie, c'est un tableau très complexe, en effet, qui a plusieurs formes, hein, qui est celle où, visiblement, la personne a un trouble de l'image du corps. La personne, la jeune fille, en général, c'est sur le plan ratio, c'est 9 filles pour un garçon, hein, en général, qui débute généralement entre 12, 14 ou plus tard, dans la préadolescent et l'adolescent, jusqu'à 18, 20, 24 ans. Ou la petite fille, ou la jeune fille, plus tard l'adolescente, a une difficulté avec le corps. Donc, lutte contre la faim, en lien avec je cesse de manger. Elle développe donc la triade classique que nous appellerons anorexie, comme son nom l'indique, amaigrissement et aménorrhée. Oui. L'aménorrhée, donc voilà, elle va les soit primaire, du cycle en lien avec le cycle, voilà, qui, s'ils étaient déjà là, vont partir. Si ce n'était pas là, nous ne serons pas là. Voilà. Elle développe ça avec une possibilité quand même de 10 à 15% de perte du poids global. Il y a quand même une petite échelle, un petit chiffre, une petite règle qu'on appelle le Body Mass Index, enfin BMI, ou la masse corporelle. Oui. C'est une poids sur la taille au carré qu'on peut calculer, qui va nous, bien sûr, dans un petit cercle. Nous, on mesure dans le pantalon, on rentre dedans, on ne rentre pas dedans, c'est tout ce qu'on sait. Exactement, si c'est du 32, si c'est du 40, voilà. Qui vont nous permettre de se fixer, de se pencher sur, en lien avec d'autres symptômes apportés, visiblement évalués et apportés par elle-même, surtout par la famille, les proches. Donc, un corps très amaigri comme ça, qui, voilà, soit se faire vomir par la suite, soit même prendre des produits pour se faire vomir, parce que voulant rester à un certain poids, avec des possibilités d'avoir toujours maintenu son côté sportif, ou son côté très intellectuel, son côté éducatif, toujours au point, etc., sur de la libido. Voilà. Les repas seront difficiles. Je vous ai dit, elle lutte contre la faim, elle ne veut plus manger, pèse ses repas, pèse ses aliments, tout est... Et visiblement, elle entre dans ce contexte anorexigène. Un grain de riz à chaque repas. Par exemple, qui est un trouble essentiel, je vous dis essentiel, sur le plan neuropsychique. Hein. Alors, nous allons revenir sur ce point-là. Oui, allez-y. Et la boulimie, voilà, dans l'autre sens. C'est son contraire. Voilà, je mange, mais l'embêtant par la suite, c'est... Je suis tellement anxieux et angoissé, pourquoi je m'en veux, et je me mets à revomir. Et puis il y a plusieurs formes, hein, essentielles, anorexie, boulimie, et puis des types primaires ou secondaires, il y a plusieurs types. Enfin, la boulimie, oui, peut être vue comme une addiction, parce que c'est défini ainsi, c'est reconnu. Je ne peux pas m'en passer, ça me prend soudainement, il faut que je mange. De préférence, du gras, du sucré, des chocolats, des gâteaux. Oui, pas de la salade. Voilà, très peu, très rarement en effet. Et après, vous nous dites que ça n'est pas une addiction. Pardonnez-moi, docteur. Si. La boulimie, c'est défini comme les comportements équivalents à addiction. Hein. C'est comme une addiction. Et je me fais vomir par la suite. Nous allons revenir sur cet aspect-là, notamment sur l'aspect culturel. Est-ce que l'anorexie, vous la constatez plus dans les sociétés occidentales? Est-ce que c'est un phénomène aussi qui a été repéré sous les tropiques en d'autres temps? Est-ce que ça n'a lien avec la question de la mode dont on parle beaucoup? Nous allons prendre Madame à Paris. Bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, j'aimerais donner un avis à propos de deux addictions et puis poser une question par après. Oui. À propos de la prise de médicaments là, pour dormir, j'avais le même problème. Et mon médecin m'a donné des cachets que j'ai pris pendant 1 an. Je dormais bien, mais après je me suis dit, je ne peux pas passer ma vie à prendre ces médicaments-là. Donc, j'ai arrêté. Je me suis dit, non, ça doit être dans ma tête. Parce que je me disais, si je ne prends pas le médicament, je ne pourrais pas dormir. J'ai arrêté. J'ai eu la peine quelques temps. Et puis après, ça s'est arrangé. Donc, je me suis dit, c'était dans ma tête. Pareil, mon mari, il était accro à la cigarette. Avant qu'on se rencontre, il fumait en moyenne 2 paquets par jour. Et quand on s'est rencontrés, je lui ai dit que moi, je ne supportais pas l'odeur de la cigarette et tout. Donc, s'il veut être avec moi, il faut qu'il arrête. Et comme à l'époque, il était très amoureux, il a arrêté tout de suite. Ah là là. Il n'a pas eu de problème de santé après. Donc, il a arrêté. J'aimerais, ma question, c'est à propos... parce que moi, j'ai un autre souci. Je ne sais pas si... J'aimerais demander au médecin si on peut considérer ça comme une addiction. Si je sors, il faut absolument que j'achète quelque chose. Soit un sac, soit des chaussures. Mon placard, il est plein à craquer, mais j'achète tout le temps. Je ne sais pas si c'est une addiction ou pas.
Merci, madame, pour votre témoignage qui a le mérite donc de mettre sur le tapis une question qui nous préoccupe, nous, au féminin. Et à deux angles directement, je commencerai par le fait d'apprécier le choix et de mettre en avant la décision personnelle de décider d'arrêter. Ça peut se faire. Ce n'est pas très fréquent, mais c'est possible. Je décide d'arrêter, soit pour un motif essentiel, j'aime ma femme, j'aime mon fils, j'aime ceci, j'ai un entretien à passer dans je suis dans un domaine d'action, un domaine professionnel, on me demande ceci. Je peux me mettre ce mécanisme dans ma tête parce que c'est vrai, c'est une dépendance psychique d'abord, qui plus tard pourrait développer des problématiques, donc des dépendances physiques. Mais c'est possible, en effet. Nous en connaissons sur le terrain, dans les rencontres, dans les consultations, des personnes qui décident d'arrêter. Mais enfin, ce n'est pas les plus fréquents. Oui. Concernant les médicaments, bien sûr, on peut aussi l'arrêter calmement, posément, rarement brutalement, parce que ça crée quand même quelques dommages, même si parallèlement, le corps finit par s'organiser, par s'adapter. Mais enfin, nous vous conseillons, moi je vous conseillerais d'arrêter progressivement, pas toute seule, ou pas tout seul, en lien avec votre praticien. Oui, les achats, là on est plutôt dans un domaine des addictions que sans j'allais parler substance. Sans substance. Est-ce que c'est des comportements équivalents d'addiction ou pas, ou des achats compulsifs? Est-ce que ces achats compulsifs peuvent ne être sont considérés pas... comme des addictions sans substance? Alors, ça dépend d'où on se pose. Oui, on peut évoquer ça comme ça, mais ce n'est pas retenu dans ces classifications. C'est vrai que c'est Comment il dommageable. s'appelle ce monsieur déjà? Goodman? C'est américain. Goodman, mais enfin, il n'y a pas que lui. Il y a d'autres. Vivement que que des femmes qui en ont fait l'expérience empirique montent au filet de ces recherches-là pour recadrer un tout petit peu les choses quand même, parce qu'on se sent un peu laissé pour compte. Certes, mais les achats compulsifs, donc évoque cette dame compulsive, veut dire le fait de répéter le geste. Même si je n'ai pas le besoin, je le répète. Comme ça, pas forcément des rituels, mais je le refais. Si je ne le fais pas, je me sens mal. Même si c'est absurde de le faire, voilà la particularité de ce contexte névrosène, pour ne pas dire névro-obsède. Je le fais quand même. Après, je suis apaisé. Mais je vais le refaire, n'empêche, parce que cet apaisement ne va pas durer. Voilà. C'est plutôt dans un contexte d'achat compulsif qui peut être un comportement équivalent d'addiction. Mais enfin, l'idée, c'est rencontrer rapidement soit un psychothérapeute, voire un psychiatre si nécessaire, parce que les complications, il n'y en a pas eu, tant mieux, peuvent être de type autre, ça et là. C'est plus dans le contexte des achats compulsifs qui se traitent, qui se soignent. Comme je vous ai aussi dit tantôt, la nature ayant horreur du vide, on peut passer d'une addiction à l'autre. Pour en chasser une, il faudrait pratiquement en avoir une autre. Pour arrêter de fumer, il faudrait peut-être passer au sport. Or, le sport, vous l'avez dit, peut devenir... Oui. C'est un cercle vicieux, c'est dur de vivre. Alors finalement, si on est toujours... On en sort selon qu'il y a des protocoles, il y a un accompagnement, il y a des armes, des moyens, il y a des cures, il y a des post-cures, il y a des possibilités d'accompagnement progressif pour éviter justement qu'un en chasse l'autre. Madame qui nous avait appelé juste à l'instant, merci de nous adresser un courriel avec vos coordonnées pour qu'on puisse peut-être nous réorganiser autour de cette question justement des achats compulsifs. Elle parlait, et notre téléspectatrice aussi, du sommeil. Alors, est-ce que les tisanes, les recettes de grand-mère comme on dit, de la citronnelle, toutes les choses sédatives, il y a des tisanes dans le commerce qui s'appellent tout simplement bonne nuit douce, nuit tranquille. Est-ce qu'à l'intérieur de ces tisanes-là, il y a des composantes qui pourraient aussi faire qu'on développe cette addiction ? En effet, c'est vrai. Une fois de plus, c'est plutôt plus commercial, plus mercantile que thérapeutique. Mais c'est apaisant. Ce n'est pas contre-indiqué. L'homéopathie, ça existe. Ouais. C'est, j'allais dire, complémentaire. Est-ce que dans ces tisanes, nous avons des substances dites addictogènes? À voir au cas par cas de quelle tisane il s'agit. Mais bonne nuit, douce nuit, visiblement, à notre connaissance, du moins les données actuelles de connaissance, n'ont pas mis en avant, n'ont pas typé ces tisanes étant comme à risque de développer des addictions. Même si par habitude, par coutume, par, je vais dire rituel, mais façon de vivre, parce que j'ai vu faire, parce que je fais, parce que ça me fait du bien, nous le prenons. On ne va pas même mettre dans le même champ le café, le café que nous prenons à la fin du repas, ou pendant ceci, ou à la pause, tout ça. D'ailleurs, y a-t-il addiction au café ou à ces substances-là? Ça peut être évoqué, la caféine. Oui. Il y a des substances à l'intérieur, la caféine, bon, voilà. Donc, qui est plutôt excitant qu'autre chose, mais enfin, pas tout le temps, pas tout, ça dépend. Et donc, réellement, on peut développer une addiction au café, ça c'est en discussion. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Quand j'évite de parler de courant de pensée, il y a certains qui vont progressivement l'admettre, de l'intégrer dans ce champ. Cette approche peut être une dépendance ou non, mais quand on entre dans les critères de fond, visiblement non. Le café, pas forcément. Nous allons partir au Congo prendre une dame au téléphone. Bonjour. Bonjour, madame. Nous vous écoutons.
Oui, oui, excusez-moi, je suis Flore du Congo. J'appelle parce que j'ai suivi tout à l'heure, vous parlez de femmes addiction. Et moi, j'ai un grand souci, c'est que je souffre du glaucome. Et même là, je vais venir au mois d'avril en France pour donc mes soins. Et mon mari, il est dans la cigarette, mais tout le temps. Tout le temps, et je sais pas comment faire pour lui faire arrêter, alors que tout le temps, je souffre de ça. La fumée me pique dans les... On m'avait proposé une opération laser en France. Donc, je vais y aller pour voir ce que c'est. Mais j'ai un traitement à vie, donc les gouttes. Et je voulais vraiment de l'aide, savoir comment faire pour convaincre mon mari qui comprenne que l'on souffre. Notre fils Jonathan a même mis des panneaux dans la maison interdits de fumer, mais il fume jamais. Il finit, quand il achète la cartouche, ça peut lui faire 3-4 jours. Ça fait 15 ans qu'on est mariés. Les gens souffrent énormément et j'aimerais qu'en arrivant en France, si je peux avoir la chance de vous rencontrer, de venir au plateau pour en parler. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de vous avoir en ligne parce que j'ai jamais eu cette chance. À chaque fois que j'essaie, ça marche pas. Et puis voilà, je voudrais avoir votre avis, s'il vous plaît. Merci, madame, pour votre témoignage. En effet, vous me l'avez arraché des lèvres. J'allais vous proposer de vous joindre à nous lors d'un de vos passages à Paris, puisque c'est imminent donc. Merci de nous adresser vos coordonnées à l'adresse internet ladyvousécoute@telesud.com afin que nous puissions, lors de votre présence ici, organiser ce plateau-là. Mais je voudrais, docteur, que vous puissiez apporter des réponses à madame. Son cri, son appel au secours est celui de beaucoup de femmes, peut-être qui ne pourront pas nous appeler aujourd'hui. Comment fonctionner quand ça n'est pas notre addiction, à nous de bonnes femmes, on va se débrouiller avec, mais qu'on subit en réalité l'addiction du mari, vous savez, le chef du village, le roi de la jungle. C'est une situation c'est une situation très récurrente dans les familles où l'un des membres ou l'une des personnes est en lien, est addicté. Comment faire pour que les autres membres, les autres personnes, toutes les personnes qui gravitent tout autour puissent l'aider? Il faut se poser la question à 3 niveaux. 1, la personne elle-même a-t-elle pris conscience que c'est une difficulté? Est-ce qu'il y a une difficulté? Si oui, on peut avancer. Avancer, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle une psychoéducation. Éduquer la personne, l'entourage, des risques, s'il y en a déjà, hélas, ou des complications en lien avec elle-même et toutes les personnes tout autour. C'est un travail de longue haleine, c'est très récurrent. Vous nous direz comment une femme réussit à faire en sorte que son mari aille en consultation alors que pour lui, il n'est pas question de le faire. Ça, c'est encore plus difficile. C'est ça la difficulté. Tant que la personne elle-même qui est addictée n'a pas conscience ou alors ne prend pas conscience, donc n'est pas motivée parce qu'il y a un objectif, il y a un déclic qui l'emmène à arrêter, à décider d'arrêter, le chemin est encore plus long. Elle souffre du glaucome. Le fils ou les enfants se battent pour tout faire, pour sensibiliser, pour informer, pour tirer l'attention, tirer la sonnette à l'alarme de papa. Mais enfin, voilà. Après, si on impose le soin, c'est un peu l'expérience de terrain que nous avons, ça ne marchera pas. Si on impose des choix, ça ne marchera pas. On peut proposer, on peut oser, on peut pousser vers, on peut motiver. Ça peut tenir le temps nécessaire. Je proposerais peut-être à ces dames, en effet, de demander une rencontre, elle, pas forcément son ophtalmologue, si oui, c'est pourquoi pas, son médecin et son mari, une rencontre de couple, faire le point par rapport à ça, si déjà d'une première oreille, le mari peut entendre, après accepter sur autre chose. Parce que sinon, c'est le médecin qu'il va falloir faire venir à la maison, parce que le mari, pour l'emmener là-bas, tant qu'il n'a pas envie de le faire... Dans nos zones, aller au Congo, que nous connaissons un peu, c'est possible que le médecin se déplace. C'est vrai, c'est l'avantage aussi. Même ici, pensez bien, mais enfin, au cas par cas, c'est possible que le médecin se déplace. Et puis, faire parvenir, ce qu'on n'a pas ici, non, faire intervenir l'entourage familial. C'est un plus dans nos cultures, dans notre approche culturelle. Faire intervenir l'entourage familial, soit du côté de son mari, les frères, les sœurs, les parents, les familles s'ils existent, soit de son côté, dans des réunions, dans des rencontres, dans ceci que nous connaissons un peu comment ça peut se dérouler, pour essayer d'évoquer ça gentiment. Surtout pas, alors là, je lève tout petit peu le ton, faire intervenir le guérisseur, ce n'est pas le moment. Ouais. Se dire, oui, ça existe, c'est connu, on a notre double culture dans la mesure où il y a quand même cette approche traditionnelle, mais ça reste quand même une dépendance que nous connaissons, que nous maîtrisons, du moins la connaissance occidentale a apporté des réponses. Il faut s'en détacher parce que les conséquences sont immédiates. C'est déjà le cas pour son glaucome. C'est vrai, il ne faut absolument pas qu'elle soit en contact avec ces fumées nocives. Pareil pour l'enfant, je ne sais pas quel âge il a, visiblement, par rapport à sa croissance, sa maturation. Donc voilà quelques pistes d'idées que je pourrais apporter, vu son contexte. Une fois qu'elle sera ici, elle aura bien sûr affaire à d'autres spécialistes de son champ d'action qui lui parleront ce que probablement j'ai dit et puis détailleront d'autres particularités et toutes les mesures de précaution en lien avec elle
son glaucome, plus que les conseils. Vous avez dit tout à l'heure, vous levez le temps pour faire passer un message. Alors, je voudrais vous proposer de véritablement lever le temps, droit dans les yeux de la caméra, là, pour annoncer à tous ceux de ces messieurs qui n'entendent pas les appels au secours de leur chère et tendre épouse. Vous êtes le médecin, vous n'êtes pas le beau-frère, donc vous ne prêchez pas pour la cathédrale de votre sœur. Dites-leur quelque chose d'homme à homme pour qu'ils comprennent que leur addiction, quand bien même elle est dans leur organisme, peut nuire aussi à autrui, ainsi que vient de le décrire madame. Que faut-il dire aux hommes pour qu'ils comprennent? Merci de me donner cette opportunité. Je veux m'exprimer sur un spectre aussi un peu large. Je commençais par dire à vous, nos parents, à vous, mes frères, à vous, mes oncles, à vous, tous ces responsables et pères de famille. Pensez bien que nous avons cette double approche, l'approche culturelle où l'homme est dans tout son état, c'est l'homme qui décide, c'est sa volonté qu'il faut faire. Et nous avons l'autre approche qui est celle de l'innovation, celle de l'industrialisation, même si nous vivons dans un contexte différent, où la femme retrouve son honneur, retrouve sa place, où elle a son droit de citer, mieux même que nous les hommes, dans certaines circonstances. Tendons l'oreille à cette demande, écoutons-les, parce qu'en effet, si nous hésitons, c'est d'abord grâce à elles. Et visiblement, si nous sommes ceux que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont décidé, oui, parce qu'elles ont mis les moyens, ils ont mis les forces nécessaires pour pouvoir produire le fruit que nous sommes aujourd'hui. Écoutons ces dames, dès leur jeune âge, ne les banalisons pas, ne les méprisons pas, au contraire, respectons-les, surtout, donnons-leur leur place et permettons, nous les hommes, d'accepter que nous pouvons être aiguillés, conseillés, j'allais même dire à la limite, la lecture de la vie, c'est d'abord la femme, donc, conduite par les dames, c'est nécessaire. Donc, privilégions leur qualité de vie, privilégions nos qualités de vie, parce qu'en effet, l'homme sans la femme n'est rien. La femme sans l'homme existera toujours, c'est sûr. Mais enfin, nous restons, et puis moi le premier, parmi les personnes qui pensent que oui, il faut absolument intégrer tous les conseils, toutes les propositions, écouter nos enfants et bien sûr les femmes en premier lieu, pour pouvoir avoir les vertus d'une société plus bâtisseuse, plus garante, plus stable et plus forte, bien sûr. Car je suis comme vous, je ne connais pas un homme qui réussit alors qu'il n'écoute jamais sa femme. Madame dans le Val d'Oise, bonjour. Oui, bonjour Lydie, c'est la mamie de Val d'Oise. La mamie du Val d'Oise, oui. Bonjour. Je vous appelle là pour deux choses, deux addictions. Oui. Mon époux d'abord, je commence par lui, 43 ans. 43 ans, tous les soirs, ce monsieur qui n'est pas fumeur doit aspirer 2 ou 3 bouffées sur une cigarette, fermer les yeux et aller dormir. C'est-à-dire que lui, s'il n'a pas fait cette bouffée, il ne peut pas dormir. Et j'ai des problèmes de yeux, moi. Et puis déjà, j'aime pas la cigarette. Moi, quand je sens cette cigarette, ma nuit est dérangée. Depuis 43 ans, je vis cette chose-là. Oui. Il ne fume pas dans la journée, hein. Mais pour dormir, il faut une cigarette peut lui faire une semaine. Parce qu'il tire juste pour que la tête tourne pour qu'il aille dormir. J'ai parlé, les enfants ne savaient même pas. Le jour où les enfants ont découvert que papa fumait, c'était catastrophique. Parce qu'il a toujours fait ça en cachette, c'est moi qui subis. Une autre, vous avez parlé aussi de l'addiction tout à l'heure pour les achats. J'ai vécu ça moi-même. Acheter à tour les bras, avant d'arriver à la maison, une culpabilité pour dire que pourquoi j'ai fait ça. Mais vraiment une culpabilité, certaines choses que je n'utilisais même pas, parce que je ne savais pas pourquoi je les ai achetées. Et cette chose-là a duré dans les années. Un soir, je me suis prise encore par cette angoisse d'achat, ce qui m'a aidée. Je suis une personne qui prie énormément. Je suis rentrée dans moi-même. J'ai commencé les méditations. J'ai appelé mes sœurs qui sont en Afrique pour me demander des prières pour cette chose-là. Et ça a diminué comme ça. Parce qu'au début, je ne me rendais pas compte. Dès que j'étais un peu en colère après mon époux, c'était la carte bleue. C'était la carte bleue. Ça sortait, j'achetais les chaussures que je n'ai même jamais mis. La carte bleue de qui, mamie? Sa carte bleue. À lui, c'est de la vengeance, ça. Mais vraiment, une folie. Une folie. Mais seulement cette culpabilité après que pourquoi j'ai acheté? Pourquoi ces achats? Ça me sert à quoi? Mais vraiment, un soir, ça m'a fait un tilt comme ça en revenant les bras bien chargés.
Et depuis ce jour-là que j'ai commencé à méditer, maintenant j'achète quand c'est nécessaire. Mais je vous assure que j'ai vécu ça, c'est atroce ce truc-là. Cette angoisse d'acheter, d'avoir acheté plein pour ne rien faire avec. Merci, merci. Alors, je voudrais bien vous demander cette fois-ci de nous adresser un mail pour que nous ayons vos coordonnées parce que, ainsi que vous le dites et la dame précédemment, nous allons fatalement faire quelque chose. Il est de nombreuses femmes qui ont des armoires pleines à craquer et qui voudraient pouvoir changer les choses. Mais tout de même, l'avis du psychiatre sur cet aspect récurrent, donc, qui ne se décline pas d'ailleurs qu'au féminin. Exactement. Oui. Je rebondirai d'abord sur la première partie. Oui. On peut avoir une idée immédiate. Madame, je me permettrai gentiment de conseiller à votre époux. Ce n'est pas forcément nocif dans la mesure où il ne développe pas grand-chose, mais enfin, il perturbe tout autour de lui la circonstance de vie familiale, le climat familial. Est-ce que c'est possible qu'il fume hors de la maison? Il peut prendre ses 3 bouffées, mais hors de la chambre. Moi, j'avais proposé 3 biscuits à manger, bon, je sais pas. Oui, mais enfin, ça dépend s'il veut arrêter de faire ses bouffées. Ça, c'est autre chose. Oui. 3 approches. 1, est-ce qu'il peut les prendre, pas dans la chambre, pas au salon, pas à la cuisine, mais hors de la maison, dans un premier temps. Oui. Ça va déjà alléger comme ça les climats, l'apaisement, l'odeur, le contexte, voilà, que ces substances nocives ne se baladent pas dans. Parce qu'il y a fumer activement, c'est le cas, il faut ces 3 bouffées, et puis fumer passivement, vous, à côté d'un fumeur, bon, de façon passive, nous fumons, même si on ne prend pas complètement tout, mais enfin, nous sommes plus exposés même que lui qui va rejeter cette poussière, du moins cette... Voilà, donc fumer hors de la pièce, hors de la maison, ce serait l'idéal, dans un premier temps. Deuxième étape, est-ce que c'est possible de voir avec son mari, c'est vrai, ça fait 40 d'années, pensez bien, 4 décennies, on ne va pas changer les choses du jour au lendemain, de gentiment conseiller à monsieur déjà de savoir quelle est la représentation qu'il a de ces 3 bouffées, parce que visiblement, je comprends, ce n'est pas un monsieur qui fume tous les jours. Non, juste les 3 bouffées au coucher. Voilà. Est-ce que c'est un rituel? Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est une coutume? Pour allumer 3 bougies, par exemple. S'il faut voir. Bon, voilà, il faut retravailler ça comme ça. Je pense que la mamie est bien placée pour signifier ce sens que donnent les 3 bouffées à son époux. Devrait-on s'interroger sur le contenu de la cigarette? Qu'y a-t-il dans... Je pense que c'est une cigarette classique. Après, est-ce que c'est une pipe? Est-ce qu'il met des produits autres que le tabac? Est-ce que c'est une Il n'y a que les connaisseurs qui pourraient nous le dire. Exactement. Alors, nous allons prendre monsieur qui est pratiquement au bout de la terre, au bout du monde, c'est le Finistère. Bonjour. Ah. Oui, bonjour Lydie, merci pour votre émission. Merci. Oui, j'aimerais poser une question au docteur. Au fait, j'appelle pour un parent qui vit en Afrique. Ici on parle de l'addiction, apparemment en Afrique on parle de l'alcoolisme. Au fait, j'aimerais savoir comment faire pour qu'il arrête de consommer de l'alcool, et puis parce que ça lui donne vraiment une très mauvaise santé. Et puis, en plus, je vais ajouter, il fume, vous savez, ce qu'on appelle le tabac indien. Je ne sais pas comment faire. Bon. Merci Lydie. Merci pour votre question. Oui. Vous dire. Ok, non, c'est bon, merci. C'est nous qui vous disons merci. Alors, on a entendu les témoignages précédents. Quand on est à côté de cette personne qui a cette addiction, on a déjà beaucoup de mal. Monsieur qui est encore plus loin de cette personne-là, comment peut-on procéder Parce que le papa, il est en Afrique. Oui, le parent est en Afrique et lui, il est en France. Comment peut-on convaincre quelqu'un, l'accompagner, l'amener à pouvoir décrocher d'une addiction? Ça va être très difficile, ce que je veux dire dans un premier temps, mais c'est comme ça. Tant que nous sommes à distance, on ne peut pas agir. Du moins, si oui, que par des conseils, que par des possibilités, des propositions. Peut-être revoir sur le cercle familial, déjà, les dommages, peut-être pas tout de suite, l'approche, le statut de ce parent dans la famille. Parce que je suis d'accord avec lui, le contexte culturel, je me rappelle d'une certaine période où on ne pouvait pas dire certaines choses aux parents. On ne pouvait pas aborder certains sujets avec cette génération. Voilà. Si c'est possible, tant mieux. Et oui, visiblement, échanger en fonction de qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il comprend, de ce qu'on peut l'expliquer selon que ça peut être dangereux ou c'est quoi ce qu'il prend. Si c'est du tabac, c'est quel type de tabac. Si c'est du chanvre indien qui est une drogue, marijuana et autres, que nous connaissons très bien, qui est élucidé, qui est connu, est-ce qu'il y a une nécessité à continuer selon qu'on peut voir les choses différemment? Si oui, comment? Soit l'adresser aux soins occidentaux, aux soins publics, aux soins de l'hôpital, selon que les spécialistes existent, je pense que oui, ou en lien avec une approche traditionnelle, selon une séquence, un rite, un échange, ou les coutumes. Bon, voilà, il y a toutes ces approches qu'on peut avoir. Mais lui étant au Finistère, pas loin de nous résidons d'ailleurs, il est en Bretagne, et le parent étant en Afrique,
Oui, c'est possible que par des conseils, par des approches, par des possibilités. Bon, mais il faut être sur place. Par des censures, si tu veux ton petit transfert mensuel. Tu ne donnes pas les détails, mais enfin, étant sur place, c'est pratique. Et puis, essayer toujours de cerner le contexte d'accompagnement. Je vous ai dit tout à l'heure, en amont, du moins au début de cette émission, c'est une approche de longue haleine, c'est sur le temps. Ce n'est pas en un coup de fil, ce n'est pas en une causerie, ce n'est pas en un entretien qu'on puisse apporter et mettre en place des solutions. C'est sur le temps et ça dépend quel type d'addiction et comment y apporter les réponses. Je vais résumer avec le sourire. Alcool et tabac donnent mauvaise haleine et pouvoir en décrocher est une entreprise de longue haleine. Oui. Alors, je voudrais bien que nous puissions passer désormais aux drogues dites dures. On a parlé de choses gentilles, le tabac et l'alcool, si on doit les comparer au reste. Quelle est la situation des femmes au regard, encore une fois, de ce que vous avez observé, et notamment les femmes afro-caribéennes, face à la question de la drogue? Oui, tout à fait. Donc les drogues dites dures, certes sur le plan statistique, hein, pour donner que cela, c'est plus les hommes que les femmes, c'est sûr. Oui. En termes de ratio, c'est à 6 à 7 hommes pour 2, 3, 4 femmes, pas plus. Voilà, c'est des drogues quand même, j'allais dire, difficiles, qui touchent plus une certaine particularité, une certaine partie de la population, selon qu'il y a une défaillance ou un désœuvrage ou une défavorisation comme ça du côté social, défavorable, une pauvreté. Tranche d'âge, jeune femme, femme d'un âge certain. Jeune femme, dans un premier temps, Oui. ça ne sera pas encore dans cette tranche-là, par accompagnement, par habitude, par envahissement ou par faire comme les pères. C'est plus dans ce contexte 18, 25, 28 ans, cette décennie-là. Et plus tard, quand même, femme d'un certain statut social, qu'on ne peut même pas imaginer, une directrice générale de société, une grande entrepreneuse, une dame, pas forcément trader, mais enfin, qui est quand même d'un certain statut social, qui de temps en temps... Qui a les moyens de s'offrir... Exactement. Parce qu'il faut introduire dans la notion... Exactement, madame. Il faut donc introduire la notion du coût. Le cannabis et autres, ça va, mais quand vous avez 1 gramme de cannabis, 1 gramme de cocaïne, à près de 60 à 80 euros le gramme, ça c'est le chiffre que nous avons, voilà, pensez bien que ça ne vaut pas votre petite barrette. Un peu plus cher que le caviar même. Bon, il faut avoir un certain statut. Donc, ces personnes défavorisées, donc, ils finissent par être très antisociales, soit dissociales, et se procurer cet argent pour ce voilà, ou des réseaux de fournisseurs comme ça dans lesquels, voilà. Donc, est-ce qu'il y a un échiquier classique de la société, ces tranches d'âge, c'est vrai, ce côté social par rapport au statut, à la qualité de vie, oui, mais visiblement, et puis bon, on n'en parle pas assez des personnes qui sont en zone pénitentiaire, parce qu'ils sont quand même sujettes à cette difficulté. Et voilà, ça circule. C'est quoi? C'est l'héroïne, c'est la cocaïne, c'est les amphétamines, c'est l'SD, mais enfin, après, il y a quand même le côté, pas forcément culturel, le côté très festif. Je pense au rêve party. Nous en connaissons du côté de la Bretagne, du côté des Pays de la Loire, ça et là, où c'est organisé. On ne va pas dire que c'est validé par les autorités, même s'il faut que le préfet donne son autorisation, le maire, pour qu'ils s'installent dans une commune pour le faire. Mais ça circule. Mais les forces de l'ordre sont alertées, elles savent, et elles sont, Dieu merci, du moins, tant mieux, à jour par rapport à ce filtrage. Et puis donc, dans les côtés très festifs, les rêves parties, etc., ça circule. Dans le côté non, sur le domaine estudiantin, universitaire, nous le savons, ça circule vraiment. Pour tenir un peu le coup, pour avoir un peu de peps, pour ça et là, on prend un petit, voilà, ça c'est connu ça. Et par emportement, je vous ai dit, de façon mis bout à bout, vous, petit à petit, vous entrez dans la chaîne de l'addiction, de la dépendance, vous pouvez plus vous en passer, des moments de crack comme ça, avec des demi-vies qui sont très courtes, parce que pensez bien, il me faut ma quantité le matin, le midi, voire le soir, en fonction de le produit. Mais il n'y a plus de dépendance spécifique où je ne prends que la cocaïne et j'arrête. Je ne prends que les amphétamines. Je prends ce que je trouve. Je pense que je trouve en général, c'est des melting pots, c'est mélangé. C'est des bombes même. Hélas, ce qui peut créer des overdoses et des complications quand on lèvera un peu le voile des approches thérapeutiques et comment c'est terrible. Ce n'est pas que le cannabis c'est d'autres petits mélanges, c'est les médicaments, c'est un peu de, pour ne pas les citer, c'est un peu ne les citons pas. De psychotropes, voilà, je donne les noms des familles, après voilà, c'est des psychotropes, c'est dans les familles des benzodiazépines, avec un peu de ne donnez pas de recette, docteur, s'il vous plaît. Le traitement, c'est connu. Oui. Sur la toile, sur les bouquins. Les traitements de substitution. Oui.
Subutex, Méthadone, Alors, etc. si vous êtes d'accord, nous allons prendre monsieur qui appelle de Toulouse et ensuite j'aimerais bien que nous revenions sur ces aspects, alors parce que dans les milieux étudiantins, enfin relativement jeunes, Oui. la jeune génération, on peut comprendre qu'elle, enfin comprendre, pas admettre qu'elles sont en contact avec ces substances-là, mais derrière les portes des chaumières où il y a, comme on dit, des femmes au foyer ou des bonnes femmes, il se passe aussi en matière de drogue dure des choses pas tristes et peut-être moins abordées, moins médiatisées, et c'était peut-être important de revenir dessus. Vous êtes donc à Toulouse, monsieur, bonjour. Oui, bonjour Lydie. Bonjour. Moi, je vais juste, je suis un peu surpris, juste pour quelques questions aux médecins qui sont sur le plateau. Oui. Finalement, parce que moi, je pense qu'il y a quand même différents types d'addictions. Et si l'addiction devient aujourd'hui une pathologie, donc finalement, même lui-même qui est médecin, qui travaille sans relâche, il est victime de cette pathologie. Parce que quand il y a différents types d'addiction, donc d'extrêmes liés donc par le tabac, par l'alcool, par l'héroïne ou le jeu, des addictions indépendantes physiques et même morales. Donc, lui ou vous, qui travaillez presque tout le temps sur le plateau sans arrêt, vous êtes victime d'addiction. Finalement, c'est une pathologie que tout le monde est en train de subir aujourd'hui. En dehors de l'alcool ou le tabac ou l'héroïne, mais le travail aussi, quand on passe tout le temps à travailler, on a la passion du travail. C'est une addiction aussi. Vrai ou faux? Merci pour votre appel. Alors, on va peut-être en revenir à la classification, on va dire, normée de ce qui est addiction et de ce qui ne l'est pas, même s'il y a des choses qui peuvent être considérées comme telles. Qui sont nécessaires, voilà, qui sont dites indispensables, mais pas forcément addictives. Hein. Voilà. Avoir le téléphone, c'est pas forcément je serai malade. Boire du lait tous les matins, c'est pas forcément, voilà, demander, voilà. Respirer de l'air. Respirons de l'air pur. Bon, voilà, c'est pas forcément une addiction. Aller au travail, c'est une nécessité. C'est vital. C'est un besoin. C'est même une norme. C'est une qualité, c'est avoir une qualité de vie, c'est survenir à certains besoins. Quand je prends l'héroïne, ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas une norme. C'est peut-être subvenir à un besoin parce que je veux avoir mon petit craving, etc. Mais après, ça ne me détruit pas par la suite, c'est-à-dire me rendre malade, me rendre dépendant, me rendre incapable, me déstabiliser, me déséquilibrer, voire, parce que je suis psychiatre, hélas, ouvrir le champ spectre de l'arche des maladies mentales. Parce qu'on ne dit jamais assez que la plupart des drogues, du moins des médicaments et autres, mal pris, peuvent dégénérer vers un contexte d'instabilité psychique et socio-comportementale. Seulement les drogues dures ou toutes les drogues? Toute substance illicite, il faut le savoir, ça c'est connu. Illicite par rapport à la loi ou par rapport à la santé? Illicite par rapport à la loi. Oui. Et dangereuse et grave par rapport à la santé. Donc le tabac, l'alcool et les drogues dures. Très peu le tabac. Très peu le tabac. Ah, donc le tabac ne peut pas provoquer... C'est très rare. Par contre, ça perturbe... Quelle que soit la dose? Quelle que soit la dose. Ça perturbe tout simplement l'assimilation, du moins l'élimination de certains médicaments, de certaines substances. Ou ça rend plus résistant à d'autres, selon les produits. L'alcool, oui, dans les formes sévères, dans les formes compliquées, l'hallucinose du buveur, etc. Les formes très compliquées sur le plan neurologique, sur le plan ceci, peuvent développer le plan neurologique, j'insiste. Et, voilà. Et les autres drogues, le cannabis, l'amphétamine, les cocaïnes, les héroïnes, oui. C'est pas dit que toutes les personnes qui vont les consommer vont développer des troubles mentaux. Non. C'est dit qu'il y a une vulnérabilité, une fragilité qui peuvent, hélas, dégénérer et aller ouvrir le champ des spectres des maladies mentales. Nous reviendrons aussi au glissement qu'il y a entre la frontière, là, si j'arrive à le dire, la frontière, merci, est très fine entre les addictions, les drogues dures notamment, et certains contextes, la prostitution, il y a une passerelle et d'autres choses encore, passerelle sur laquelle les femmes malheureusement aussi se retrouvent. J'aimerais bien qu'on revienne à ce point-là, mais c'est après notre appel de Paris. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, bonjour Lady. Je vous appelle déjà pour vous féliciter par rapport à votre émission qui est très bien animée. Le décor, il est magnifique aujourd'hui. Merci monsieur. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Ma question, elle est toute simple. Existe-t-il un rapport entre les maladies, les addictions et les maladies mentales? Si oui, quel est-il? Voilà. Merci pour cette question. Alors à question concise, précise, réponse concise et précise aussi. Et j'apprécie déjà. Merveilleux. En effet, oui, il peut y avoir un lien, pas forcément immédiat, entre tableau addictif, probablement les addictions aux drogues ou aux médicaments psychotropes, et
la vulnérabilité, pour ne pas dire la fragilité, dont l'ouverture vers des maladies dites mentales, pour faire simple. En effet, ce n'est pas toutes les personnes qui seront addictées aux drogues, donc au cannabis, à la cocaïne, à l'héroïne et autres, qui vont développer des maladies mentales. Il faut savoir que l'addiction en elle-même fragilise, rend vulnérable. Donc, une façon de dire, annule vos défenses psychiques et désorganise votre comportement. Il y a une notion qu'on peut ne pas introduire qu'on appelle la personnalité. Nous avons tous nos caractères, nos façons de vivre, nos habitudes. Donc, les personnalités qui sont dites, certains types de personnalités qui peuvent être prédisposées à développer des troubles de comportement s'ils sont déclenchés par la prise des drogues. Je prends par exemple le cas d'une personne qu'on dit état limite ou une personne narcissique, encore moins une personne dite psychopathique, c'est-à-dire déjà irritable, impulsive, normalement, c'est-à-dire qu'une personne qui ne tolère pas grand-chose, qui est très irritable, qui est impulsive, qui a du mal à accepter, très critique, et quand elle est sous l'emprise des médicaments excitants, voire des drogues, eh bien, ça peut majorer ces symptômes et évidemment dégénérer vers un contexte complètement... Exactement. Oui, donc il y a un lien qui peut être direct selon que les personnes sont déjà malades ou addictées à développement des complications, ou indirect selon que ça fragilise la personne et ça met la personne à la merci de développer une pathologie mentale. Voilà, monsieur, c'était la réponse initialement concise oui. à votre question. Nous avons donc abordé, ou pas... Le fil oui. Très simple, très court, très fin oui. Entre eux. Prostitution, ou plutôt drogue dure notamment, oui. Et tout ce qui est travers, on va dire, de la société, à savoir la prostitution et d'autres registres encore que je n'ose pas nommer. De plus en plus, entrant dans le spectre des addictions, on parle aussi de l'addiction au sexe. Ça, c'est connu. Oui. Après, ça reste une addiction selon Alors, c'est une addiction véritablement ou est-ce que... Au cas par cas. D'accord. On ne va pas forcément dire qu'une prostituée, c'est une addictée au sexe. Du tout. Alors, allons-y par étapes. Déjà, la contrainte, sur l'aspect de la contrainte, et puis après, sur l'addiction qui n'a rien à voir avec la prostitution, qui est monsieur, madame, tout le monde, qui voudrait donc fonctionner autrement, à un rythme inattendu, dirons-nous. Mais déjà, sur les glissements qu'il y a entre ces drogues dures, notamment, et... les difficultés en lien avec le comportement sexuel. Oui. Ou les attitudes. Oui, il faut savoir qu'une fois que vous êtes sous l'emprise des drogues, ça génère en vous une espèce d'instabilité psycho-comportementale, pour faire simple, c'est-à-dire vous n'avez plus le jugement, la lucidité, vous n'avez plus à appréhender, vous n'avez plus à mesurer, avoir la mesure, la hauteur, le respect, le recul de certaines situations. Ainsi, ça vous met à la merci, hélas, soit d'un prédateur, s'il tournait tout autour, ou d'un voyou, ou d'une personne de mauvaise augure qui pourrait s'acharner sur vous. C'est là où intervient justement le contexte, après on parlera plus tard le contexte de fragilité féminine en lien avec les drogues. C'est-à-dire, dans un groupe, quand on parle de personnes, de genre féminin dans un groupe qui, sous l'emprise des drogues, peut se faire violenter inconsciemment. Ou être violente soi-même. Ou être violente soi-même, mais oui. C'est plus dans l'autre sens. D'accord. Ouais. En général, sur les plans statistiques que nous avons, les femmes, c'est vrai. On ne va pas parler de la violence banale, on va parler de la violence quand même en lien avec le fait d'être sous... Encore que toute violence, ce n'est jamais banal. Oui, quand je dis banal, vous avez raison. Je chipote, oui. C'est celle dans laquelle on est sous l'emprise de la drogue, on ne se maîtrise plus, on peut poser un acte dérisoire, délibéré, soit sur soi, soit sur les autres. Bon, voilà, ça c'est dangereux, c'est condamnable par la loi, etc. etc. Oui, il y a un risque immédiat. Le lien, la corde est très fine. La corde est très fine dans la mesure où, oui, elle est exposée donc à cette vulnérabilité, et développer toutes les complications en lien avec les hépatites C, enfin les maladies sexuelles, les infections sexuellement transmissibles, dit-on maintenant, et visiblement développer des complications sans s'en rendre compte, sans prendre conscience de ça. C'était un petit détour par... sexe et addiction. Par la jungle. Et le risque féminin en lien avec cette traumatisme. Alors, du comportement des femmes sous l'emprise des addictions aux domestiques, à l'endroit de leurs enfants, de leurs conjoints, est-ce qu'il y a ces choses qui reviennent? Comment gère-t-elle cela, vous qui les recevez en milieu hospitalier? Comment arrive-t-on, quand on est femme et qu'on est encore sous l'emprise d'une addiction dont on n'a pas réussi encore à décrocher, comment fait-on pour continuer à gérer Je vais même donner un chiffre très clair. 75 à 80% des femmes addictées ne reconnaissent plus vite d'être en souffrance que les hommes. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. C'est qu'il y a un processus d'accompagnement, d'aide et de démarche, de soins pour la suite, voire de guérison, parce que ça existe. En effet, quand la personne elle-même, genre féminin, la femme, vient en consultation,
c'est qu'elle a pris conscience qu'il y a une situation qui ne va pas. Ce n'est pas souvent le cas pour l'homme. Soit par rapport à son époux ou aux enfants, ou une situation de vie. L'homme, ça passe souvent par une espèce de pression ou de contrainte, c'est souvent la contrainte, hélas, qui emmène la personne, et même on est dans le déni, la banalisation. Même si au début des soins, la femme peut être dans cette situation de banaliser, en général, 2 sur 3 des personnes qui recevant banalisent leur consommation. Elle ne dénie pas, peut-être très peu au début, mais banalise. C'est-à-dire si elle buvait une bouteille ou elle fumait un paquet ou elle prenait un peu de grammes, elle va dire « oh, je prends c'est rien, je fais comme tout le monde ». Voilà la phrase classique. Non. Oui, donc, les femmes prennent conscience plus vite que les hommes, et elles s'en sortent plus vite que les hommes. Sur le plan culturel, 2 fois plus. C'est très pudique chez nous, c'est mal vu hein, dans ce contexte culturel d'avoir une femme, voilà, c'est un peu le rejeté, c'est mal apprécié. La femme ne va pas se dévoiler tout de suite et l'homme va aussi, bien sûr, sur le plan, l'aspect personnel, l'aspect familial, ne pas tout dévoiler comme ça en famille. Oui, j'ai ma femme, bon, voilà. Les enfants en souffrent, c'est sûr, mais ils ne diront pas, ils ne parleront pas tellement de ça. C'est se confier, c'est elle nous confie donc cette souffrance dommageable. On essaie de recevoir l'entourage. Elles sont plus accessibles aux soins. Elles évoluent plus vite vers la stabilisation, on le sevrage, la stabilisation, et on est plus dans une démarche de guérison avancée que par rapport aux gens féminins. Quand c'est récurrent, quand c'est difficile, cherchez, parce que c'est souvent un peu le cas, s'il n'y a pas une comorbidité, ça c'est des mots, est-ce qu'il n'y a pas une autre situation à côté qui ne va pas? En général, il y a difficilement une addiction toute seule et rien autour. Il y a toujours un lien avec le lien ne justifiant pas. Tout à fait. Nous allons terminer donc sur, vous avez parlé de ces drogues, de ces addictions avec des, comment diriez-vous? Sans substance. Sans substance, pour parler du jeu, hein, avoir envie de jouer au tiercé, au loto, à je ne sais pas quoi, pour devenir riche comme Crésus du jour au lendemain. Ça peut devenir une addiction. Les hommes jouent beaucoup, on le sait. Les femmes, on les voit un peu moins en train de remplir leur petite grille d'œufs. Sous nos tropiques, il y a d'autres jeux du hasard. Et toutes ces choses-là ont aussi du sens en termes d'addiction. Nous allons finir là-dessus. Madame, j'ai bien reçu votre mail, merci à vous. Merci à vous qui en enverrez d'autres, qui seront redirigés vers le praticien. Alors, les jeux, une addiction? Reconnue, validée, dangereuse et dommageable, parce que met en danger tout de suite la personne dans l'immédiat. Elle perd tout, elle vend tout, elle perd tout et elle vend tout. C'est une dommageable sociale. On est dans une approche très comportementaliste. J'allais ajouter cognitivisme, enfin ça c'est des courants de pensée, très comportementaliste, parce que c'est l'habitude. Je subviens à mon besoin, si je ne le fais pas, je ne vis pas, je ne me sens pas bien. Ce n'est plus la substance dans ce cas qui génère la sécrétion de cette substance de dépendance de la dopamine, c'est l'action, c'est le geste, c'est l'acte. Je gagne ou je ne gagne pas. C'est pas ça la C'est pas ça qui compte, c'est jouer. Voilà. Mais pourquoi ne pas jouer des jeux où on ne perd pas d'argent, où on ne vend pas sa maison et on n'hypothèque pas sa famille? Parce que l'argent en soi, oui, justement. Quand je vais au casino, il y a des habitués, il y a des abonnés de casino. Déjà, l'État met déjà des lois pour limiter, enfin, du moins, commence à mettre des lois pour limiter ce dommageable social, socio-familial, environnemental. Quand nous, on ne voit pas tout de suite à l'hôpital, du moins dans nos services d'addictologie ou de psychiatrie, parce qu'ils ne viennent pas consulter pour ça. Il faut que j'agisse, il faut que je passe à l'acte, il faut que je dépense, il faut que je fasse ce geste, soit de grattage, soit de taper, soit de pianoter, et de savoir que voilà, j'existe par ça. Donc derrière lequel c'est faire des mots croisés. La dépense. C'est plutôt la curiosité, ça demande à réfléchir, que là-bas c'est le hasard. Est-ce que le gain, quelque part, si on imaginait qu'il n'y avait pas de gain du tout, est-ce que l'addiction serait identique? Justement, c'est l'inverse. Non, madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est justement ça qui appâte, c'est un peu comme appâter. Je vous ai dit dans les substances, la nicotine, c'est pas dans l'alcool, il y a certaines substances, c'est ça. Donc l'argent quand même change la donne. L'argent, hélas, et à 90%, on ne va pas dire responsable, mais enfin, appâte quand même le client. On dit, je vais pour gagner, je ne vais pas jouer pour... Certes, par la suite, c'est parce que je passe à l'acte, je joue, je pose les choses. Mais au début, je venais pour gagner. Et par la suite, hélas, le mécanisme s'installe et le réflexe devient conditionné. Je deviens les dépendant. femmes jouent-elles beaucoup? Moins que les hommes. Après, ça, c'est des statistiques de casino, de grattage. Mais c'est parce que c'est les casinos qui ne prennent pas en compte d'autres jeux du hasard. Les femmes ne vont pas se lever le soir en disant « mon chéri, j'arrive, on n'a pas les chiffres de casino, pensez bien, ne dévoile pas le chiffre à l'Institut de veille sanitaire ou aux hôpitaux. Non, visiblement, c'est un business. Et quand les femmes jouent, que jouent-elles, si ce n'est au casino? Quand c'est des jeux dits pathologiques, c'est les mêmes jeux que les hommes.
de toute façon. Voilà, c'est des jeux classiques. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour au casino. Hélas, non. Voilà, c'est des jeux un peu très classiques. Quand je serai riche, oui. Juste par curiosité, pour voir. Hein, oh, mais vous avez tellement mis en garde que j'ai juste peur de ne pas pouvoir en sortir. Donc voilà, si les hommes jouent plus que les femmes, ça c'est connu. En effet, oui, il y a aussi cette notion de couple. Beaucoup de couples, il y a des couples qui jouent. Oui, alors, qui est-ce qui a commencé comme dans la cour de récréation? C'est l'homme ou c'est la femme? En général, c'est le couple qui a besoin de soit changer un peu, de voyager, d'un certain niveau social, parce que c'est pas tout le monde qui va au casino, c'est plus d'ailleurs dans les bars pour gratter le PMUC, pour ne pas pour aller au cinéma, aller à la plage, je ne sais pas, moi, se promener. Et visiblement, par emportement, on finit par être dépendant et on attend cet appât du gain, enfin cette recherche de la réponse, la récompense. Le circuit de la récompense, c'est des termes un peu techniques, mais enfin, qui sont nécessaires pour pouvoir mettre en place ce mécanisme d'addiction. Je les appellerai même les circuits de la désillusion garantis parfois. Alors, 90 minutes d'émission pratiquement terminées. Que voudriez-vous, docteur, au regard de ce que vous avez entendu, au regard de votre pratique, adresser donc aux femmes qui seraient encore sous l'emprise des addictions et qui voudraient chercher le chemin pour en sortir? En effet. Pardonnez-moi, et en plus, j'ai oublié quelqu'un qui est dans le Jura. C'était notre dernier téléspectateur. Pardon, monsieur. Et ensuite, je vous donnerai le mot de la fin. Je suis désolée, monsieur. Bonjour. Ce que femme veut, Dieu le veut. Ben voyons. Allô, allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, je vous appelle. En fait, j'avais une question, docteur, et à vous aussi, en tant que femme. Oui. Moi, je reviens d'un sevrage et d'un post-cure. Et d'un sevrage qui a fait une semaine, d'une post-cure d'un mois. Donc moi j'ai complètement arrêté de boire. Bien entendu je suis encore plus ou moins fragile. Ouais. Mais chez moi, ma femme elle consomme normalement, comme on avait l'habitude de le faire avant. Elle n'a pas les mêmes problèmes que moi. Mais j'ai du mal à lui faire comprendre et de peur de ne pas la vexer aussi, de ne pas la froisser, que je ne supporte pas. Et je ne supporte plus en fait les odeurs plus ou moins d'alcool au coucher, ce genre de choses. Même quand on a plus ou moins des rapports, c'est pas évident pour moi. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, à ce niveau, pour ne pas non plus la froisser, quoi. Ouais. Et sachant que c'est un problème qui m'affecte depuis des années, quoi. Donc, je combats, c'est un combat pour moi, en fait. Et la deuxième question est la suivante. Là, je vais me rendre aussi en Afrique, parce que je suis d'origine africaine. Et toute ma famille... ils sont plus ou moins tous alcooliques, quoi, on va dire ça comme ça. Bon, certains ne le savent pas. Enfin, pour moi qui suis dans cette maladie, qui connaît les choses, j'ai du mal à leur faire comprendre les choses et à le faire sortir aussi de cet engrenage, quoi. Oui. Qu'est-ce que je peux faire, moi, étant à distance? Merci. Merci véritablement, monsieur, pour votre témoignage qui nous touche et nous voulons vous souhaiter beaucoup de courage dans ce processus-là. Je voudrais laisser la parole au médecin quand même pour pouvoir répondre à cela avant de finir. Alors, oui, très rapidement, je précise quand même qu'il est ce qu'on appelle les quantités autorisées ou pas en matière d'alcool. Pour une femme, c'est un plateau, l'honneur aux femmes. L'autorisation de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, autorise à pas plus de 2 verres par jour de vin de table. Suggère. Oui. Au-delà de cette quantité, il y a un risque d'entrer dans l'addiction. D'accord. Pour un homme, ce n'est pas plus de 3 verres par jour. Par contre, ce n'est pas rétroactif. C'est-à-dire, si le lundi, je n'ai pas pris mes 2 verres... Je me rattrape. Parfait. Non. L'homme, pas plus de 3 verres. La dame, pas plus de 2 verres. Ça revient à ce qu'on appelle des doses usuelles. C'est-à-dire, si je prends ça, il n'y a pas de risque de développer une complication. En effet, monsieur sort d'un sevrage. Donc, nous en félicitons. Fortement. C'est un choix de rester abstinent, visiblement, à l'entendre. Et que madame reconsomme de façon usuelle. Oui. Et le fait d'avoir sous les yeux les odeurs de l'alcool... Ça ne favorise pas on va dire ça, sa rémission, on va dire. Tout à fait, qui est un terme très important, mais enfin, on ne va pas insister dessus, parce que c'est tendre vers la guérison, pour lui, c'est rester abstinent. Ne plus toucher, c'est son choix. Parce qu'il y a le choix de revenir aux doses usuelles ou le choix de rester abstinent. La conjointe consomme usuellement, ou de temps en temps peut déborder, peu importe. Comment se comporter? Alors, c'est possible de rester à côté d'elle et avec elle sans consommer comme elle. Vous avez fait ce choix, cette décision motivationnelle, vous avez été motivé, vous prenez soit d'autres choses, soit du jus... Mais au creux de l'intimité, nous dit monsieur, c'est incommodant. C'est incommodant. Ça veut aussi dire qu'il existe, bon, on ne va pas parler des patchs ou des chewing-gums ou des gommes, etc. Se donner du temps
différer l'intimité selon que la consommation a eu lieu il y a 30 minutes, il y a 15 minutes, il y a 1 heure, etc. Et puis revoir avec madame, parce que je sors d'une post-cure, je suis quand même vous, monsieur. Donc vous êtes bien placé pour exprimer à madame votre ressenti. Mais c'est peut-être un peu plus pernicieux que cela, parce que madame aussi est supposée, si j'ai bien compris ce qu'il nous dit, en faire une de poste ou en tout cas s'arrêter. Oui. Et si elle n'en est pas encore à cela, il y a ce petit jeu qui se fait de bon, tant mieux pour toi, laisse-moi tranquille, je ferai à mon heure. Et bon, c'est vrai que ça peut être un tout petit peu délicat à gérer. Donc il ne faut pas aller tout seul dans ce sens, il faut vraiment se rapprocher des thérapeutes qui ont accompagné monsieur et poser cette situation. Parce que c'est possible dans ces services d'addictologie, de tabacologie, voire de cure et de post-cure. Une prise en charge de famille, de couple, de famille ou de groupe, etc. Dernière question pour monsieur qui voulait aller en Afrique, qui disait comment procéder. Alors, il a évoqué une notion qui est bien connue, la notion de notion familiale d'alcoolique, notion familiale de ceci, notion familiale de cela. Je reviens encore à cette situation simple. De loin, on ne peut pas agir directement, on ne peut qu'agir indirectement. Et donc, il va sur le terrain. Est-ce qu'il redoute peut-être de se retrouver encore embarqué dans cette situation, visiblement. Donc, refaire le point de la famille, sensibiliser les uns les autres, avoir les versants, pour ne pas dire les points de vue des uns et des autres, en regard avec cette difficulté familiale, visiblement familiale. Oui. Faire le point, c'est ceux qui sont vraiment partants pour, ce n'est pas un problème de la banalisation, c'est le déni, c'est oh, c'est pas grave, c'est pas méchant, c'est le déni, etc., qui sont bon, c'est normal, c'est comme ça, papa le faisait, grand-père le faisait. Et on risquerait de jalouser même ça. Et se dire, c'est toi le problème parce que tu n'es pas, voilà. Et peut-être dans la famille ou l'entourage proche ou lointain, ceux qui pensent, parce que la famille est toujours élargie, que bon, il y a une situation, comment réfléchir? Alors, peut-être se regrouper, rediscuter, faire un rapprochement, réfléchir et s'adresser aux soins, soit sur le plan public de préférence, parce que sur la tradipraticien, ça ne soigne pas ça, si oui, d'une autre façon, et visiblement rediscuter. Donc, je pense que la communication, le dialogue, le rapprochement, les échanges commenceront par mettre au moins les premières prémices en vue de pouvoir exprimer un choix et voilà, mettre en avant son expérience à lui, que voici la situation, j'ai fait comme papa ou comme grand-père ou comme maman. Même s'il se sent un tout petit peu encore fragile, ce qu'on peut comprendre. Exactement, c'est débauche. Merci beaucoup, monsieur, pour votre dernière intervention. Nous voulons vous souhaiter beaucoup de courage et vous avez bien raison de demander et de prendre des précautions. Merci de nous adresser un courriel à ladyvousécoute@telesud.com. Nous pourrons le rediriger vers monsieur qui pourra vous accompagner par quelques courriels pendant votre séjour en Afrique, qui pourra peut-être vous donner quelques pistes sur comment gérer la relation avec madame en attendant qu'elle vous rejoigne sur cette belle piste. Et cette victoire. Sur cette victoire, car c'en est une. Pour ma part, si vous me le permettez, je prierai consciencieusement pour vous et toutes les personnes qui nous regardent, qui sont encore sous l'emprise des addictions et qui voudraient pouvoir s'en sortir. C'est normal. Merci d'avoir été présent avec nous sur ce plateau. J'espère que nous n'avons pas fait perdre votre temps. Loin de là, je vous remercie. C'est vraiment un point qui me tenait à cœur de pouvoir exprimer cette, pas forcément connaissance, mais cette notion vis-à-vis d'un peuple qui, certes, au jour d'aujourd'hui, commence à ouvrir les yeux, les pensées vers un sens qui est celui d'essayer de limiter les dommages en lien, c'est le sujet d'aujourd'hui, avec les drogues. Et je tire la sonnette d'alarme sur ces jeunes demoiselles qui, plus tard, jeunes adolescentes, voire plus tard femmes, pourront, on le souhaite à personne, ça et là, se glisser dans les faux pas de l'addiction, de tout de suite se référer à des proches, avoir des repères et visiblement aux soins, parce que nous resterons toujours à leur service. Rendez-vous dans une toute autre édition. Merci à vous, 14 qui avez appelé, 6 hommes, 7 femmes. Est-ce que j'arrive même à compter comme il faut? Je ne sais plus. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Et la nuit, progressivement, retombe sur le village de Lady qui vous écoute. À bientôt. Au revoir.